On est vraiment ravis donc ce soir d'accueillir Alma Dufour, qui est à la fois une des activistes, on va dire quasiment porte-parole de l'association des Amis de la Terre, une activiste aussi de l'ANV COP21, qui passera en procès le 11 septembre, si je ne me trompe, à propos du décrochage des fameux portraits présidentiels. On vient de terminer une journée formidable pour ceux qui ont pu s'y rendre, et pour les autres, c'était le 2 septembre, puisqu'on a les activistes ici, lyonnais, les premiers qui avaient décroché les tableaux, qui sont passés en procès le 2 septembre, avec Pierre et Fanny. Une journée quand même très festive, qui a rassemblé beaucoup de monde, qui a permis de mettre vraiment le projecteur sur le problème du dérèglement climatique. Effectivement, la Maison de l'écologie, on va dire, c'est où est-ce que vous êtes ici? Vous êtes dans un tiers-lieu qui a une longue histoire, qui a ouvert en 1982 avec la résistance contre le nucléaire principalement, mais qui a été aussi l'endroit où sont créées des choses comme la revue Silence, la revue La Décroissance, et qui, plus de 40 ans après, est encore là. Les équipes se sont succédées, effectivement. Et le principe de ce tiers-lieu, c'est d'inventer, de partager ou de co-construire des réponses collectives. Le mot collectif, il est très important pour nous, au péril écologique. Ça veut dire que c'est un lieu qui représente j'ai du mal à le dire, qui accueille et propose toute forme d'activité qui promeuvent en fait des imaginaires ou des cultures en résistance. Et ce soir, la résistance, elle est là. On est ravis de t'accueillir, Alma. Je pense qu'à la fois, tu vas pouvoir nous parler de ce qui se passe avec Amazon et du projet des Amis de la Terre, enfin de la manière dont vous avez construit vos formes de résistance au travers, d'une part, de la pétition que vous avez lancée à la fin 2018, aussi de cette enquête que vous avez menée, parce qu'il y a eu une grande enquête qui a eu un large écho au début de l'année 2019 autour de la question des invendus. Amazon concentre, cristallise à la fois tous les problèmes qu'on rencontre en matière, on va dire, sociale, parce qu'il y a la question du traitement des employés qui interroge vraiment, qui inquiète même beaucoup, en matière économique, parce que c'est un modèle économique dont on pense qu'il est assez mortifère. Il y a la question de l'évasion fiscale qui est derrière, et puis en termes écologiques, ça paraît moins net de prime abord, mais c'est aussi une catastrophe écologique, le principe d'Amazon. Alors, vous êtes à la fois sur le terrain, vous êtes à la fois dans le registre plaidoyer, vous essayez d'infléchir la loi. Il y a eu, du côté de la désobéissance, le fait d'essayer de bloquer les entrepôts, à la fois à Toulouse, à la fois en ceinture parisienne, à la fois dans le Nord. Et qui dit blocage, dit parfois répression. On est dans une époque où certains s'autorisent à parler de glissement vers l'autoritarisme. On va parler, j'espère, de cette question de la répression aussi. Et peut-être que ça met en débat la question des mouvements de désobéissance civile qui sont parfois critiqués par des gens qui sont plus radicaux et qui disent que la désobéissance civile, dans le fond, ce n'est pas dangereux. Et je pense que c'est bon de rappeler et d'expliquer en quoi le fait même de participer à des activités de désobéissance civile, c'est aussi quand même exposer son corps, et qu'on a malheureusement des situations où il y a des victimes. Voilà. Je te laisse la parole pour présenter tout ça. Il y a Valentine Porsche qui est là aussi qui va dire un mot. Je dis juste un truc avant qu'on démarre. J'ai oublié de dire, mais du coup, on est complètement autonome, il n'y a aucune subvention, rien du tout. Oui. On est propriétaire du lieu, on a des charges, et pour continuer à vivre, on a besoin de soutien. Donc, soit vous pouvez continuer à buver, je passerai autant que vous pouvez, et adhérer, parce qu'en principe, vous puissiez assister à l'année, au cycle de conférence, il faut être adhérent. Du coup, je vous invite. Normalement, une adhésion, c'est 5 € l'année. Effectivement, ici, ça tourne qu'avec des bénévoles. Il n'y a pas un seul salarié, il n'y a pas de subvention. C'est ce qui garantit à la fois notre autonomie et notre indépendance. Et puis, je voulais signaler au passage que Alma, elle est aussi dans la Legal Team. On a vu le rôle que pouvait jouer une Legal Team, c'est-à-dire d'appuyer les activistes et les militants qui sont au procès. On l'a vu le 2 septembre. On n'aurait pas pu faire grand-chose sans des gens comme Thomas Fourès qui se sont impliqués pour défendre nos activistes.
Donc, merci aussi pour ce rôle-là. Et puis, je pense que tu vas nous en parler davantage. Valentine, à toi. Déjà, on remercie vraiment la Maison de l'écologie de nous accueillir. Et merci à Alma aussi d'être venue de Paris pour ça. L'idée, on a monté en gros un petit week-end de conférences sur Amazon avec deux copains, enfin une copine et un copain. Parce qu'on a appris il y a ces derniers mois qu'il y a un gros projet qui se lance à côté de l'aéroport de Saint-Exupéry. Et il va y avoir la plus grosse plateforme logistique d'Amazon qui va être construite juste à côté de l'aéroport. Sur ce sujet, je ferai tourner des tracts, gardez-les. Ça représente dans les grandes lignes le projet et là où ça en est. D'ailleurs, si vous avez des infos supplémentaires, on est preneur. Évidemment, c'est difficile de glaner des informations. Donc en gros, cette information-là de Amazon qui vient juste à côté de nous, ça nous a donné envie de faire venir Alma Dufour et David Gaborio, un sociologue, à Lyon pour parler de ça, parce que ça reste une des formes centrales du capitalisme et qui est finalement assez peu connue, même dans les réseaux militants. Moi, personnellement, je connais peu de choses en détail sur les rouages d'Amazon, comment ça fonctionne, d'où sortent leurs profits, etc. Et quelle est leur gouvernance. Et du coup, on avait envie de mettre en avant ça, aussi pour titiller l'esprit et l'intérêt des Lyonnais et Grands Lyonnais et Grands Lyonnaises, pour si des personnes ont envie de se battre aussi contre le projet local, ça peut commencer à créer des synergies et des envies de bataille. Voilà, donc c'est un week-end. Donc ce soir, il y a une autre conférence sur les ouvriers d'Amazon dans le 7e. Et demain, Alma et David, du coup, vont présenter une image globale à la fois sur le champ des ouvriers, de la machinisation aussi des travailleurs, et sur le champ écologique au court-circuit demain à 16h, avec derrière une grosse ouverture sur comment se battre et comment on lance des batailles multiples avec une diversité des tactiques, etc., contre Amazon. Voilà. Et si vous avez envie de soutenir ce petit week-end qu'on a monté entre copains sans structure, etc., pour notamment le défraiement des intervenants et l'organisation, on met un petit chapeau bol à votre disposition juste ici. Voilà. Je vous remercie et vous pouvez prendre ça, faire tourner. Tiens. À toi. Ok. Alors ouais, peut-être pour... J'avais prévu de commencer d'emblée par c'est quoi l'impact environnemental d'Amazon et donc pourquoi nous, en tant qu'organisation écologiste, on s'implique en fait dans la bataille contre Amazon, contre son extension en France. Mais je vais peut-être recommencer par ce qui s'est passé déjà ces derniers mois et l'historique un peu de la campagne, comme tu disais. Donc nous, on est aux Amis de la Terre mobilisés sur cette entreprise précisément depuis l'été 2018, où on avait saisi l'autorité de la concurrence en fait sur tout un dossier de violation des droits à la consommation sur le site d'Amazon, puisqu'en fait Amazon ne respectait pas la garantie légale, ne respectait pas la reprise des déchets, etc. Donc enquête qui est toujours apparemment en cours du côté de l'autorité de la concurrence et qui a amené à des petits changements de pratiques sur le site web, mais des changements cosmétiques, on va dire. C'est-à-dire qu'avant ils n'avaient pas du tout de service de reprise des déchets. Ils ont créé un mini onglet accessible 3 clics plus tard qui renvoie sur une espèce de page pas compréhensible du tout pour commander une étiquette prépayée, où en fait après on envoie les déchets, on ne sait pas où ils finissent, mais en tout cas certainement pas dans les filières de recyclage officielles, ça c'est sûr. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de changements de par cette première initiative qui était très légaliste et qui était pour un peu lancer le terrain et voir la réaction des pouvoirs publics en fait quand on leur pointait des violations manifestes de la loi par un acteur économique puissant. Après, on est un peu monté d'un cran en fait. Le jour du Black Friday, on a voulu symboliser le lien entre Amazon et la surproduction et donc la crise écologique. En déposant 15 mètres cubes de déchets électroniques devant leur siège, donc le jour du Black Friday. Donc on a inondé le devant du siège d'Amazon de déchets électroniques ce jour-là, ce qui a créé une couverture médiatique assez importante le jour du Black Friday, où on savait que les médias allaient en parler. Donc c'était une stratégie pour changer complètement le message qui allait être délivré sur l'entreprise ce jour-là. Et donc, ça nous a permis de faire un lien, d'imposer le lien direct entre Amazon et la crise écologique, en fait, dans les articles qui sont parus sur la consommation, sur cette actualité, on va dire, grâce à cette action assez symbolique, c'est assez illustratif, une sorte de stratégie, d'aller chercher le symbole et la réaction. Donc ça, c'était la première chose. Et c'est marrant parce que ce jour-là, en fait, on s'est posé pas mal de questions parce que la veille, l'entrepôt de Montélimar avait été bloqué par les Gilets jaunes.
comme première action, une des premières actions de désobéissance civile, on va dire action directe du mouvement, après sa naissance, qui était juste le 17 novembre. Donc c'était vraiment même pas une semaine après. Donc on en était tous un peu au même point à ce moment-là. C'est quoi les gilets jaunes? Qu'est-ce que c'est? La première manif du 17 novembre, c'était appelée par Marine Le Pen. On savait pas très bien, donc on était super embarrassés. On s'est dit mince, en plus nos actions on les fait en gilets jaunes, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc c'était la première confrontation concrète sur le terrain, un peu entre nos deux mouvements, de façon interposée en fait. Et donc ça a accéléré, en tout cas de notre côté, une espèce de prise de conscience. On se dit, c'est hyper intéressant, en fait, ils bloquent la même entreprise que nous, enfin voilà, la même cible que nous, ils le font de façon spontanée. Et en fait, ça a continué de se passer pendant les mois qu'on suivit, c'est-à-dire que Amazon, et ça on le sait très peu, a été l'entreprise la plus bloquée par les Gilets jaunes depuis le début du mouvement. Ils ont été bloqués 17 fois par les Gilets jaunes, alors avec une couverture médiatique quasiment inexistante. Donc moi j'ai dû vraiment faire un décompte, aller chercher toutes les infos, puiser dans les fins fonds d'Internet pour recouper les infos. Mais en gros voilà, donc c'est une entreprise, comme tu disais, qui cristallise beaucoup de choses, parce qu'en fait c'est pas un hasard qu'un mouvement immense et complètement auto-organisé et spontané en fait, qui est les Gilets jaunes. Voilà, c'est une des premières cibles avec Total, en gros, qui leur soit venue spontanément, c'était Amazon, directement, à cause des impôts, enfin du fait qu'ils payaient pas d'impôts, à cause des destructions d'emplois. Et après, et là ça va être sur mon troisième point, après le scandale de la destruction des invendus du coup par Amazon qu'on a contribué à révéler au grand public, il y a eu aussi un blocage spontané qui a eu lieu à l'entrepôt où était filmé le documentaire, pour aussi là des raisons écologiques. Et les Gilets jaunes s'emparaient pour une des premières fois d'une raison écologique et sociale en même temps sur une action directe en disant voilà, nous on est là parce que c'est pas normal de détruire des produits neufs, c'est pas normal ni pour les gens pauvres et ni pour la planète, et donc voilà. Donc ça continue à créer des ponts, on va dire, sur le terrain. Cette enquête sur la destruction des invendus, on l'a menée et on a eu la chance d'avoir Capital de M6 qui nous a suivis là-dessus. Je dis la chance parce qu'en fait, avec une machine de guerre comme ça, c'est juste une audience qu'on n'atteint pas en général tout seul dans ce genre de cas. C'est-à-dire que c'est un documentaire qui a été vu 7 millions de fois. Qui a été même diffusé dans l'émission de Cyril Hanouna, tellement ça a fait un scandale. Enfin, ça fait tellement un scandale que là, ils ont annoncé qu'ils allaient changer leur politique de destruction des invendus, alors même que la loi n'est pas encore passée et qu'ils essaient à tout prix de se racheter une bonne conduite. Donc ils changent ça même aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et en France, ils ont fait un petit pied de nez à la France et au gouvernement, ce qui est assez drôle, parce que le gouvernement qui n'arrête pas de dire oui, on agit, regardez, c'est grâce à nous. Et en fait, Amazon a dit non, on ne va pas le faire en France encore parce que vous n'avez pas changé votre régime de la TVA. Et donc, du coup, ils se sont pris une baffe et ils se sont très énervés. Ils n'arrêtent pas de se prendre des baffes, là, en sens tout le monde, de la part de cette entreprise qui ne les respecte clairement pas devant leur propre peuple, on va dire. Donc, on en parlera après, mais c'est intéressant. Donc, voilà, un peu sur l'historique de cette campagne. Et on s'est appuyé pas mal sur le premier lien qui a été fait entre Amazon et pratiques environnementales dégueulasses pour continuer à avancer sur des revendications beaucoup plus systémiques en fait, parce que notre but c'est bien qu'Amazon arrête de détruire les invendus. Les invendus, ça représente que 3% à peu près des produits qu'ils vendent. C'est pas ça qui va régler le problème de la surproduction et du changement climatique. C'est pas avec ce genre de mesures qu'on va arriver à respecter l'accord de Paris, mais en tout cas c'était un premier pas pour nous positionner un peu mieux dans la bataille, on va dire, contre cette entreprise, parce qu'il faut aussi que dans le débat public ce genre de sujet commence à être relayé. Voilà, après je vais vous présenter du coup, on en est à peu près là, on a fini par le blocage du coup le 2 juillet de 3 entrepôts, et donc un blocage qui a été organisé avec des gilets jaunes. Donc à Paris on a bloqué le siège toute la journée, donc on s'est inséré dans le siège, on l'a empêché de fonctionner, on a bloqué l'entrepôt de Lille, enfin un centre de tri de Lille, un centre de tri à Toulouse aussi. Pareil, on les a bloqués de façon effective pendant toute la journée, donc on a empêché toutes les marchandises de circuler et de sortir ces jours-là. Donc en gros, c'était pour poser notre demande politique, cette fois de vraiment sortir du bois et de poser notre demande politique au gouvernement, c'est-à-dire l'arrêt du développement des nouveaux entrepôts d'Amazon et notamment de l'entrepôt qui nous concerne plus précisément, celui de Lyon, Saint-Exupéry. Donc voilà, je vais vous présenter un peu maintenant les enjeux environnementaux et où on en est dans la campagne, et aussi vous parler un peu de comment on construit nos stratégies et vous donner un peu une vision de comment on voit les choses, et vous poser aussi des questions sur comment vous voyez les choses et comment, pour avoir des retours et se nourrir un peu d'échanges sur qu'est-ce que c'est une stratégie, comment on construit une stratégie, une mobilisation face à des acteurs comme ça, qui sont, c'est la plus grosse multinationale du monde, elle est décrétée comme telle, je ne sais pas si c'est
Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais en tout cas, voilà, elle est considérée comme étant un acteur économique particulièrement puissant. Donc, voilà, comment on fait dans ce genre de cas, et voilà. Enfin, je dis beaucoup, et il n'y a plus de rétroprojecteur. Bon, c'est pas grave. Moi, je vais continuer. C'est peut-être que vous avez des questions déjà, peut-être avant que j'entame les chiffres et les trucs un peu... Tu peux nous rappeler combien de produits sont détruits et pourquoi est-ce qu'ils sont détruits? Ouais, je ne l'ai pas dit ça, c'est vrai. Alors, 3 millions de produits, à peu près, 9 par an en France. Donc, on avait estimé ça à une centaine de millions dans le monde entier, en fait, si on appliquait les mêmes ratios aux autres pays, puisqu'ils avaient exactement la même politique dans les autres pays. C'est pour ça que là, leur annonce sur les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est une très très grosse avancée, surtout pour les États-Unis, parce que c'est le premier distributeur aux États-Unis, donc c'est massif en fait leur impact là-bas. En fait, en Allemagne, on avait aussi appris qu'ils détruisaient les produits. Mais carrément, là, en Allemagne, c'est avec des broyeuses dans les usines. Enfin, c'est même pas la peine de les envoyer en décharge ou en centre de tri. Ils les broyaient directement. En France, ça passait par les décharges et ça finissait... C'est pas mieux, en fait, parce que finalement, ça finissait carrément dans des trous dans la terre. Ils envoyaient des cafetières, des télés, enfin, toutes sortes de choses. Et Alma, est-ce que tu peux rappeler à tout le monde, parce que je sais pas si tout le monde a suivi l'enquête de M6, comment on en arrive à détruire des produits neufs? Pourquoi on détruit des produits neufs? Comment c'est possible qu'on détruise des produits neufs? Alors, c'est... Bon, déjà, dans tous les secteurs de la distribution, il y a des destructions de produits neufs, il y a des destructions d'inventaire. Dans le cadre, parce que voilà, il y a de la surproduction, on n'écoule pas les stocks, on sait pas, ça coûte de l'argent en fait de maintenir des stocks qu'on sait qu'on va pas vendre. Donc en général, même le secteur textile qui est propriétaire de ces vêtements, etc., détruit beaucoup d'invendus. Dans le cas du luxe, par exemple, c'est encore plus fort parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire fuiter des produits de luxe dans des circuits parallèles. Donc le luxe détruit à l'appel en fait des produits, que ce soit cosmétiques ou des vêtements de marque. Donc ça, c'est généralisé dans le secteur de la grande distribution, le secteur textile. Dans le cadre d'Amazon, et puis il faut aussi comprendre que, pardon, juste sur ce point, en fait, souvent, ça nous trouve aberrant économiquement parce que ce qu'on voit, c'est le prix de vente aux consommateurs. On se dit, ah ouais, ça coûte tellement cher, pourquoi ils le détruisent? Mais c'est pas le prix que ça leur a coûté à eux, en fait. Et donc, du coup, le prix de fabrication de ces produits, c'est très, très peu de choses par rapport au prix des salariés en Occident, la marge qu'ils vont faire, après la TVA qui est appliquée dessus. Donc, en fait, la valeur qu'ils ont payée aux fabricants en Chine, en général, pour les produits, est en fait beaucoup plus réduite que celle qu'on a l'impression qu'ils perdent en détruisant des biens. Donc, déjà, il y a cette distorsion-là qui explique aussi pas mal de choses. Et voilà, et dans le cadre d'Amazon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'Amazon a monté un système où il est plus propriétaire des produits en fait qu'il vend dans la majorité des cas. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une place de marché, un intermédiaire, où il va héberger sur son site des offres de petites structures, de petites entreprises, souvent même des sociétés écrans en fait, qui se constituent pour éviter la TVA, etc., et vendre leurs produits sur le site. Après, en fait, ça ne change rien. C'est exactement comme un Fnac Darty ou un autre distributeur. C'est-à-dire qu'il va prendre en charge l'acheminement des produits. C'est les mêmes circuits logistiques. Les produits sont toujours fabriqués en Chine. Ça ne change pas. Enfin, le circuit mondial est le même. Sauf que, on n'est plus propriétaire des produits. Donc, en fait, on n'est pas responsable du paiement de la TVA, du respect des règles, etc. On touche juste une commission. Mais c'est nous qui, par contre, organisons tout le transport de la Chine jusqu'en France et jusqu'à chez vous avec la livraison, etc. Et en fait, du fait, en plus de plus être propriétaire des produits, c'est-à-dire que là, clairement, pour le coup, ça leur coûte absolument rien. Et donc, du coup, ils vont se retrouver avec En fait, ils ont une politique où ils vont faire venir un maximum de produits pour avoir de l'offre la plus diversifiée possible. En fait, ils disent eux-mêmes qu'ils vendent des centaines de millions de produits sur leur site. C'est un peu un argument de vente pour eux, un argument de marque, à des prix défiant toute compétition. Et donc, ils éclatent le commerce. Il y a de plus en plus de petites entreprises chinoises et aussi européennes qui passent commande, etc., en Chine, qui vendent sur le site, qui cassent les prix. Et donc, leur but, c'est d'accepter le tout et n'importe quoi, le maximum, de remplir les entrepôts au plus proche du consommateur, parce qu'il faut qu'ils le livrent en 24 heures, en gros. Donc, tous ces produits vont traverser la mer, que ce soit en avion ou en bateau. Ils arrivent en France et en fait, il y a plus d'offres que de demandes, quoi, clairement. Et du coup, il y en a plein qui ne sont pas vendus. Et sauf que là, les produits sont piégés dans les entrepôts d'Amazon. Amazon n'est pas propriétaire des produits. Il envoie un petit mail aux vendeurs et leur dit, les gars, soit vous payez un tarif de stockage qui devient exorbitant au bout de 6 mois, soit on vous les renvoie, mais ça va vous coûter, ça coûte très cher, soit sinon on les détruit, il n'y a pas de souci, quoi. En gros, c'était comme ça que ça se passait depuis des années. Et les syndicats avaient alerté Amazon en France en leur disant, depuis des années, ils leur disaient, c'est pas normal.
zéro réponse. Il a fallu qu'on leur mette un reportage à 7 millions de vues sur le dos pour qu'il y ait un truc qui change. D'où l'utilité même rien que de l'interpellation citoyenne quoi, sur ce genre de truc. Voilà. Et parce que c'est vrai que tu connais très très bien le sujet, mais pour éclairer les choses, en bref, ça veut dire que les Chinois ont envoyé un produit ici pour qu'il soit vendu, il n'est pas vendu, Amazon leur dit, vous pouvez le récupérer, mais vous payez le retour. Et le retour coûte plus cher que le produit lui-même. Ou que le produit plus le stockage, disons pareil, plus les facturations. Exactement, c'est ça. En fait, en gros, le produit, le prix du produit est beaucoup moindre que ce que vous voyez. Et du coup, effectivement, le retour va leur coûter beaucoup trop cher, sachant ils savent que si ça se vend pas sur Amazon, ça se vendra nulle part. Donc, ils savent qu'ils ont peu de chances de le recommercialiser ailleurs. Donc en fait, ça va juste leur coûter de l'argent en plus, alors qu'ils ont perdu, ils ont déjà perdu de l'argent. Et puis ça peut paraître évident à certains, mais ça va peut-être mieux en le disant. Comme tu disais à propos du luxe, si on donne des produits, à ce moment-là, ça fait chuter la demande, donc ça fait chuter le cours des produits. Du coup, on ne peut pas les donner non plus. C'est comme ça qu'on en arrive à l'inextricable destruction du produit. Oui, tout à fait. Il y a des liens directs entre l'offre et la demande, effectivement. Après, il y a même cette question de... En fait, même les marques de luxe, c'est clair qu'elles veulent protéger leur image de marque, mais même n'importe quelle marque, en fait, ne veut pas donner l'impression que ces produits, ils coûtent pas cher, voire ils sont gratuits. En fait, ils veulent pas que vous vous rendiez compte que le produit il leur a coûté 20 centimes ou 1 euro et qu'ils vous le vendent à 25. Enfin, c'est des choses qui, du coup, c'est aussi une déstabilisation de tout le modèle commercial. Une boîte de Lego, ça coûte 0 à faire produire, mais par contre, ça va être vendu, c'est la marque qui vont vous vendre. Et du coup, si elle se retrouve comme ça en vente publique à 0 € ou à 5 € de plus en plus, c'est un potentiel déstabilisateur très fort, en plus de juste la perte de clients directs parce que... les clients qui auront acheté les trucs d'occasion ou qui en auront donné vont plus acheter du neuf chez eux, quoi. Il y a toute cette logique qui est plus pernicieuse encore, quoi. En fait, si on n'avait pas le droit de livrer en 24 heures, ça ne marcherait pas, ce système-là. Tout à fait. Les temps de livraison jouent beaucoup, effectivement, dans le phénomène de destruction des invendus, puisqu'effectivement, ils vont forcément être bloqués en France et traverser toute l'Europe pour pouvoir être au plus proche du consommateur. Après, voilà, on ne sait pas non plus ce qui se passe dans les usines de fabrication en Chine, etc. Si les produits restent en Chine et qu'il y a trop de commandes parce que le marché est éclaté, c'est pas dit qu'en Chine, il n'y ait pas beaucoup de destruction de produits. Sur ça, j'ai aucune information à donner parce que c'est des informations qui sont compliquées à avoir et c'est très difficile de savoir exactement ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, sur l'inadéquation de l'offre et de la demande qui génère des invendus, le fait d'interdire la livraison 24 heures, ça suffit pas. Mais par contre, en tout cas, sur le fait qu'il y ait beaucoup de produits qui soient détruits en France, oui, ça changerait pas mal de choses. Ouais, je sais pas si c'était clair, mais c'est compliqué comme sujet, c'est un peu... Oui. C'est très... C'est clair. Non, mais peut-être pas. Oui. Alors, tu as retrouvé ton ordinateur, donc tu peux te lancer maintenant le rapport avec le dérèglement climatique. Ah oui, voilà. Est-ce que c'est important? Donc, peut-être next slide, je sais pas si... Ah, je peux? Ah ben... Cool. Voilà, donc... C'était une question, du coup. À votre avis, c'est quoi les impacts environnementaux d'Amazon? Beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses. Mais du coup, si on peut les lister ensemble, c'est cool. Ouais, transport. Sur emballage. Aussi. Ouais. Tout ça, la consommation. Ouais. Ouais, et tout à fait. Et vous voyez rien d'autre? Le numérique aussi, sur les zones serveurs. Ouais. Et l'énergétique. Ouais, sur le numérique, enfin le lien entre les serveurs notamment, et aussi leurs entrepôts. Les velléités de conquête spatiale de son pays. C'est vrai. Je sais pas si ça a un impact sur le changement climatique, mais peut-être. Je ne me suis jamais posé la question. Il y a l'artificialisation aussi. Et voilà, un sujet qui est moins apparent, qui est souvent le traitement des déchets, ce qu'ils font des déchets et des déchets que ça produit. Et notamment dans le cas des déchets électroniques, ils sont censés reprendre des déchets, voilà, ils le font pas. Ou alors quand ils le font, là honnêtement, on est en cours d'une enquête, on ne sait pas ce qui se passe exactement. On ne sait pas où ils vont, on ne sait pas comment ils sont traités. Donc il n'y a peut-être probablement pas de recyclage. Jusqu'où va le mal et jusqu'où va la filière, parce qu'on sait que les déchets électroniques sont
peuvent se retrouver dans des filières mafieuses d'exportation et finir en Afrique, donc dans les décharges au Ghana, etc. Donc ça, qui est surtout un problème sanitaire et humain très très important. Donc voilà, je rebondis sur le rapport avec la surproduction, parce qu'en fait, finalement, c'est peut-être leur plus gros impact environnemental, et c'est celui qui est le moins évident, en fait, chez les gens et chez les décideurs. C'est le message qui est le plus difficile à faire passer, c'est le lien entre une entreprise comme Amazon et les niveaux de production et le changement climatique, du coup. Du coup, je vais m'étendre là-dessus, mais je vais un peu évoquer les autres impacts aussi. Donc, pour revenir un peu sur la période plus globale dans laquelle on se trouve, ces derniers temps, je ne sais pas si on a peut-être tous ressenti ça, il y a une accélération quand même de la prise de conscience écologique, de la question de l'écologie en politique, des missions de Nicolas Hulot, les marches, les gilets jaunes, le rapport à l'écologie, etc., etc. Ça devient, voilà, et le gouvernement qui fait soi-disant sa rentrée, son grand tournant écologique, donc ça devient un enjeu qui est beaucoup plus fort, disons, dans les médias, et j'ai l'impression dans la tête des gens qu'il y a même 2 ans, en fait. Et notamment parce que les effets du changement climatique commencent à se faire sentir. En fait, là, concrètement, ça fait 2 étés qu'il y a vraiment des gros titres et des plateaux télé sur le changement climatique parce qu'il y a des canicules, des feux de forêt, etc. Ce qui n'arrivait vraiment quasiment pas. Avant, c'était très rare d'avoir un plateau BFM, heure de grande écoute sur le changement climatique et qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Que ça arrivait quasiment jamais. Et là-dedans aussi entre en fait l'avant-dernier du coup maintenant rapport du GIEC, qui est donc du coup les scientifiques sur le climat qui sont habilités par les gouvernements à faire donc c'est des centaines de scientifiques qui travaillent du coup sur les impacts sur le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre et les scénarios en fait qu'il faudrait maintenir de réduction en fait pour éviter certains types d'impacts qu'ils essayent de modéliser au fur et à mesure. Et en gros, le rapport est désastreux, quoi. Il nous dit qu'on a 10 ans pour réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial pour rester dans un scénario 1,5 degré. Alors, un scénario 1,5 degré, ça ne veut pas dire grand-chose, là, comme ça, dit comme ça, de réchauffement à l'échelle 2100. En fait, en gros, un scénario 1,5 degré, ça veut dire éviter déjà des centaines de millions 200 millions de réfugiés climatiques, des inondations, des sécheresses, des canicules beaucoup plus accrues de mai à octobre, etc. Donc c'est déjà une grosse déstabilisation du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. On ne parle même pas des effets d'un scénario à 4 degrés ou à 3 vers lequel on se dirige en fait en réalité aujourd'hui avec les politiques qu'on mène à l'heure actuelle, que le GIEC n'a même pas modélisé tellement elles sont difficiles en fait à calculer et à prévoir. Mais en gros, à peu près plus rien du système comme on le connaît aujourd'hui fonctionnerait normalement, ne serait-ce que par les tensions géopolitiques que ça va forcément engendrer un monde qui est devenu invivable pour une partie de l'humanité, quoi, concrètement, et une partie importante de l'humanité. Donc voilà, donc en fait, ça paraît un petit chiffre et en fait, c'est énorme. Et ce qui est énorme, c'est qu'on doit réduire de moitié nos émissions, c'est-à-dire qu'on doit complètement changer notre modèle. Mais c'est plus du tout la même société qu'il faut mettre en 10 ans, on est censé avoir renverser toute la société, avoir tout reconstruit, quoi. Ce qui paraît un peu compliqué. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le cours de cette année sont venus les premiers chiffres sur l'impact de la consommation des produits textiles, électroniques, notamment sur le climat. C'était un peu le secteur qui était un peu oublié en fait de ces analyses climatiques parce que c'est hyper compliqué de faire un bilan carbone d'un produit. On sait pas où, il y a une chaîne d'approvisionnement qui est hyper longue, on ne sait pas d'où viennent les matériaux, etc. Le secret de l'industrie protège vachement ce genre de sources, il faut savoir leur composition. Donc en fait, c'est des études assez complexes. Et du coup, ce qui fait qu'on avait une vague notion que c'était un peu important, mais on ne savait pas trop jusqu'à quel point et comment. Et là, il y a les premiers chiffres qui sont sortis, notamment l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement, qui, fin 2018, a publié une étude qui explique que les importations, donc je dis importations parce qu'en fait tous les produits textiles et électroniques sont importés en réalité, de produits textiles et électroniques représentent le quart des émissions de gaz à effet de serre totales de la France. Donc, et voilà, et le Haut Conseil pour le climat dit, en fait, l'empreinte carbone de ce que nous importons est supérieure, en général, et là je compte l'alimentaire aussi dedans, la sidérurgie, pas mal de choses, est supérieure à ce que nous émettons sur notre propre sol, donc à nos voitures, à nos logements, etc. Donc c'est vraiment l'éléphant dans la pièce, on va dire, le truc. Donc voilà, et de là partent des scénarios qui nous expliquent que pour respecter le scénario, l'accord de Paris, donc essayer de circonscrire le changement climatique à 1,5 degré, en fait, dans 10 ans, il faudra avoir réduit par 10
les ventes de textiles et par 3 à peu près les ventes de produits électroniques. Donc finalement, ça paraît pas si énorme, mais ça veut dire la décroissance, mais à fond les ballons. Enfin, c'est voilà, encore une fois une politique totalement différente de ce qui est mis en place aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est pour ça qu'on s'intéresse à Amazon. Et je vais venir du coup après sur le rôle plus direct qu'ils ont là-dedans à jouer. Mais en gros, c'est pour ça que les Amis de la Terre font une campagne sur ce sujet-là. Donc voilà, en fait, la situation aujourd'hui, c'est qu'on est censé réduire par 10 et par 3 les mises en marché. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. Ça, les mises en marché, elles continuent d'augmenter. Alors là, en ce moment, elles stagnent un petit peu. Mais enfin, elles ne baissent pas en tout cas, mais elles stagnent vaguement. Mais dans ces 10 dernières années, elles augmentaient de façon régulière. Et au fur et à mesure, en fait, en fonction des récessions et des croissances, il y avait plus ou moins d'augmentation. Donc ça n'avait rien à voir, disons, avec le discours qu'on peut entendre souvent, mais les modes de consommation changent, mais les gens se rendent compte, etc. Certainement, sur une partie de la population, c'est vrai. Mais en fait, au niveau macroéconomique, il n'y a pas d'effet, quoi. Les mises en marché, la surproduction continue de façon régulière. Et l'année dernière, on en était à 40 vêtements par habitant français mis sur le marché et 13 produits électroniques. Voilà, donc des niveaux de production qui ne correspondent même pas à nos besoins, même de gens assez consuméristes, on va dire. Là, franchement, on se demande comment c'est possible. Est-ce que dans la... Par an, ouais. Est-ce que dans la salle, c'est arrivé à estimer le nombre de vêtements que vous achetez chaque année? Ouais, ça c'est comme j'ai essayé de le faire, j'arrive pas. 2. Est-ce que vous avez essayé de faire des enquêtes du côté des Amis de la Terre là-dessus pour que les gens conscientisent le nombre de vêtements ou de textiles qu'ils achètent ou... Non, on n'a pas essayé, mais c'est un sujet qu'il faut pousser. Après, c'est vrai que là, pour l'instant, de par en fait l'urgence de la situation, et ça on en discutera après, mais de par l'urgence de la situation et le fait voilà, qu'on n'a que 10 ans et les tels niveaux de réduction qu'il faut atteindre, c'est vrai que du coup on priorise beaucoup nos énergies qui ne sont pas très importantes sur des mesures assez radicales, que voilà, des démarches de sensibilisation qui en fait il faut qu'elles soient menées en même temps parce que l'un ne va pas sans l'autre, mais en même temps voilà, c'est-à-dire que si on doit convaincre 67 millions de Français de réduire leur consommation de vêtements par 10, on n'y est pas rendu là, et clairement l'objectif climatique il va nous passer sous le nez, mais on en reparlera après sur la question de lien avec le consommateur, c'est quoi les stratégies les plus efficaces pour avancer sur ces choses-là. Alors 40 ça paraît énorme, est-ce qu'on compte les chaussettes, les petites choses comme ça ou... Ouais. Oui. Ouais, on compte les chaussettes qui sont vendues par 2. Mais oui, c'est souvent en fait, je pense que les chaussettes ça fait pas mal monter le chiffre en vrai. Sur Amazon ou sur la vente totale? Non, ça c'est sur la vente totale. C'est sur la vente totale. Du coup, ouais, il y avait une question. Non, parce que il y a aussi, il n'y a pas le fait qu'on est seulement incité à consommer. Je pense pas que ce soit le pire. Parce que même quand on veut pas, et comme il y a une obsolescence programmée des trucs, c'est ça qui fait aussi que, comme c'est de la double, on est obligé d'acheter. Non mais c'est vrai. Oui. Après, ça dépend des secteurs, mais ça on y reviendra, parce que sur l'électronique, c'est très vrai. Enfin, l'obsolescence programmée, on la connaît. Et sur le textile, oui, c'est vrai que c'est des produits qui sont de moins en moins bien conçus, ça c'est clair et net. La marque, maman, elle est fabriquée à l'étranger. Le Javi. Non mais c'est vrai que les trucs, c'est la gueule. Après, 6 mois ouais. Et puis voilà. Non, c'est clair. Non, mais il y a effectivement un vrai problème de durabilité des vêtements et de dégradation de leur qualité, ça c'est sûr. Ça joue aussi beaucoup. Après, sur la question des niveaux d'achat de textiles, il y a aussi ce qu'on appelle, l'obsolescence culturelle, ou on va dire, pas programmée, c'était la mode en fait. Et ça s'appelle pas la mode pour rien, enfin, c'est vraiment le terme, c'est-à-dire que c'est quand même l'industrie où ils sont censés présenter au moins 2 collections par an, et donc vous poussez à racheter des vêtements chaque année, au moins 2 fois par an, une nouvelle garde-robe avec tout un effet de suivisme social qui est énorme, et c'est plutôt ça, à mon avis, là pour le coup, qui joue sur les niveaux de production, plus que la conception, même si la conception aussi a son rôle à jouer, parce que les vêtements s'abîment plus vite qu'avant, et ça je suis totalement d'accord avec vous. Donc on distingue les chaussettes où il y a un trou assez vite, mais dans le fond on a tous perdu l'habitude de repriser nos chaussettes, je pense qu'il n'y a plus grand monde qui le fait. Ouais, c'est clair. Du fait que y a des pulls où on dit tiens tu peux plus mettre ce pull là, tu ressembles à rien quoi. Le pull avec le renne.
Ouais, et du coup, ouais, le rôle de... Mince, j'ai zappé ma slide. Je sais pas si je peux revenir. Bon, je vais arrêter de cliquer. En arrière. Non, mais c'est pas grave. Si, Ah oui, pardon, je m'excuse pour le PowerPoint, il est vraiment très plat, mais j'ai mon procès mercredi et du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de bien m'y mettre dessus. Du coup, pourquoi on s'attaque à Amazon dans ce contexte-là? Parce qu'effectivement, on peut dire, Amazon, c'est pas du tout le seul acteur qui vend des produits. Enfin, clairement, H&M, Zara, ce que vous voulez, Apple. Pourquoi eux? Parce qu'en fait, déjà, eux, ils ont un rôle assez important. Aux États-Unis, c'est le premier distributeur et électronique et textile. Au Royaume-Uni, électronique. En Allemagne, premier distributeur électronique aussi. En France, ils n'ont pas du tout terminé leur développement comme dans ces autres pays, mais c'est un peu leur but. Enfin, c'est carrément leur but. Et c'est pour ça qu'ils ouvrent des méga entrepôts à Lyon, etc. C'est leur but, c'est de devenir le premier distributeur en France de ces types de produits. Et aujourd'hui, en France, ils sont le deuxième distributeur électronique et le premier distributeur de textile en ligne aussi. Donc, ils ont déjà un rôle assez important sur ces secteurs-là. Et en fait, notre analyse, et après ça, c'est quelque chose qu'on peut discuter, justement, qui est intéressant à discuter, c'est qu'en fait, Amazon est suivi par une cohorte d'autres acteurs de la vente en ligne, comme Vente Privée, Zalando et Alibaba et tout ça. En fait, ils ont un rôle extrêmement déstabilisateur sur le secteur du commerce classique. En termes d'emploi, en fait, c'est un secteur qui détruit des emplois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'emplois nécessaires pour faire le même niveau de service, on va dire, qu'avant dans la grande distribution, qui elle-même a détruit des emplois de petits commerçants, détaillants, etc. Donc c'est une chaîne. Mais en fait, en arrivant comme ça, aussi rapidement, ils sont en train de créer des vraies crises dans les secteurs concernés. Et là, on voit chez Carrefour, Conforama, etc. Ce qui en fait rend la perspective d'une décroissance programmée dans ces secteurs encore plus difficile, on va dire, que déjà c'est pas facile, mais là on voit plein d'emplois, des milliers d'emplois supprimés là, de plus en plus ces 2 dernières années. Et là en fait on voit un acteur qui arrive, qui déstabilise complètement le secteur, et on sait qu'il a et ça je viendrai après, des impacts sur la surproduction. Et qu'aux États-Unis, on est à des niveaux de production 10 fois supérieurs à ce qu'il y a ici en France. Et voilà, on sait qu'ils vont arriver, ils vont monopoliser le marché, ils vont détruire des emplois, ils vont rendre le secteur encore plus difficile à réformer de façon radicale, on va dire. Voilà, et du coup, j'en viens à... Juste un point, c'est bizarre, parce que quand tu dis ils détruisent des emplois, Amazon se présente toujours comme pourvoyeur d'emplois. C'est-à-dire ils s'installent, ils demandent presque des subventions pour s'installer, parce que ils créent de nouveaux emplois, c'est comme ça qu'ils présentent les choses. Alors, quel est le paradoxe entre le fait qu'Amazon se présente comme offrant des emplois et toi qui a l'air d'avoir un truc contre eux, là, qui te dit qu'ils les détruisent? C'est pas moi, c'est des études. non, c'est vrai. En fait, c'est ça qui est... Et ça, on va aborder le sujet maintenant, mais en gros, en fait, Amazon, c'est le paradoxe. C'est-à-dire c'est la création d'emplois visibles, la destruction d'emplois invisibles, parce qu'ils vont détruire dans plein de secteurs de façon diffuse. Quand ils s'implantent, ils choisissent en général des communes, c'est pas le cas de Lyon-Saint-Exupéry, mais par exemple à Metz ou par exemple aussi à Amiens, en fait ils choisissent des endroits où il y a des usines qui ont fermé, qui sont désertifiées économiquement. Ils choisissent pas leurs communes, les collectivités qui vont démarcher par hasard. Donc en fait ils arrivent dans un vide territorial avec beaucoup de gens au chômage, et là c'est le messie en fait. Et ils arrivent, et effectivement sur un entrepôt il peut y avoir de 500 à 1000 emplois, voire 1500 dans les plus gros, injectés d'un coup dans le secteur. Donc forcément, ces communes-là ont l'impression qu'on leur sauve la vie. Et il n'y a aucune collectivité qui dit non à Amazon aujourd'hui, malgré tous ces grands principes, même quand les élus sont de gauche, etc. Ils disent tous oui. Ils disent tous oui, on veut bien parce qu'on est au chômage et il faut Amazon. Et donc, ils communiquent vachement là-dessus et ils jouent effectivement, ils demandent des subventions indirectes en fait. En gros, ils demandent aux collectivités de prendre en charge les travaux, quoi. Plus concrètement, donc d'aménager les routes parce qu'ils vont faire passer 600 camions par jour, enfin vraiment littéralement. Donc, par exemple, sur l'entrepôt de Brétigny, ils ont cédé le terrain, ils ont cédé, je sais plus, en fait, en gros, ils ont cédé le terrain à une vingtaine de millions d'euros et les travaux étaient à peu près équivalents à 15 millions d'euros. Enfin, en gros, la plus-value pour la commune en termes de cession, c'était 3 millions d'euros. Enfin, c'était quasiment rien. Et ils ont même carrément réussi à négocier apparemment de ne pas payer de taxes d'aménagement. En fait, c'est tombé à l'eau, je sais pas ce qui s'est passé, mais en gros, ils avaient même carrément réussi à se faire abattre un impôt complet. Donc oui, et en fait, ce qui est terrible, c'est que oui, ça détruit des emplois, mais voilà, c'est pas dit, il y a toujours pas d'études d'impact en France,
Bercy n'a toujours pas pris la peine de faire une étude d'impact. Et quand on va voir le gouvernement, il nous regarde la bouche en cœur en nous disant « Mais faites une étude d'impact ». Je ne savais pas que c'était notre rôle de faire des études d'impact économique sur les destructions d'emplois dans le numérique. Enfin, mais vraiment, on en est là de cette démission un peu politique sur ces sujets, alors qu'ils le savent. Ils admettent en plus. C'est-à-dire dans les cabinets ministériels, ils disent « On sait que c'est vrai, qu'ils détruisent plus d'emplois qu'ils n'en créent, mais on n'a pas d'étude d'impact, donc tant que c'est visible, Édouard Philippe, il est pour. » Texto, hein, ça c'est la phrase, vraiment, et ça se résume à ça aujourd'hui, hein, la politique de la France par rapport à Amazon. Et aux États-Unis, comme ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils sont implantés, que la vente en ligne s'est implantée, là tu as des vraies études qui existent et qui montrent qu'en gros, la vente en ligne en général, elle a créé à peu près 178 000 emplois en 10 ans, et elle en a détruit 430 000 à peu près. Donc vraiment, c'est un ratio énorme. Et là, il y a une nouvelle étude sur Amazon qui montre aucune création d'emplois net, même au niveau régional, enfin même pas régional, départemental et même pas au niveau national, de l'entrepôt. En fait, voilà, quand on prend tous les petits commerces, etc., les centres commerciaux impactés par ce genre de structure, voilà, en gros. Mais quand même, ils vendent moins cher à la fin. Donc les gilets jaunes qui luttent pour le pouvoir d'achat, là, ils devraient être contents, non ? Bah, c'est la beauté du mouvement des Gilets jaunes. C'est que c'est pas que le pouvoir d'achat, finalement. C'est aussi un mouvement pour la démocratie et la justice. Et donc voilà, ils se laissent pas avoir par... Et l'écologie, ils se laissent pas avoir par... Oui, non, mais c'est vrai. C'est un peu de provocation. Non, mais c'est assez... Bah voilà, si tu veux, on veut leur coller sur le dos le fait qu'il y a que ça qui les intéresse. Et finalement, c'est l'entreprise qui bloque le plus. Donc c'est bien qu'il n'y a pas que ça qui les intéresse. Parce que sinon, ils continueraient à acheter chez eux et à pas se poser de questions. Du coup... Tu payes aussi des impôts dans les impôts. Oui, tout à fait. Du coup, ouais. Je sais pas... Ah oui, mince, parce qu'on avait j'ai déjà passé ma slide sur la surproduction. Non, en gros, voilà, du coup, notre analyse aussi, c'est que des acteurs comme Amazon, par le dumping sur les prix, justement, qu'ils font. Donc, dumping sur les prix qu'ils pratiquent notamment par l'évasion fiscale, dont on parlera, les fraudes à la TVA, etc. Le fait qu'ils ont moins de main-d'œuvre à payer dans les pays où ils s'implantent, donc moins de coûts. Ils ne respectent pas la loi en général, donc ça leur occasionne moins de coûts. Donc en général, leur stratégie économique, c'est simple, c'est vendre toujours au prix le plus bas du marché. Il n'y a pas vraiment d'autre logique, c'est le meilleur service client et le prix le plus bas du marché. Donc c'est leur seule ligne économique réelle en fait, et leur vrai but, c'est ça. Donc ils mettent tout en œuvre pour le faire, et effectivement, c'est manifeste, les prix sont vraiment beaucoup moins chers chez Amazon que sur la plupart des autres acteurs, quoi. Sur les smartphones, on est sur quasiment du 100, voire du 200 € par moment de moins cher que sur des produits vendus par le fabricant lui-même en France, par exemple, par plein de méthodes. Donc il y a ça, donc avec un dumping sur les prix pareil. Et on sait en fait que statistiquement, les niveaux de production sont corrélés au prix des produits. Et ça, c'est vrai, c'est prouvé en fait. Ça, depuis 20 ans, en fait, les prix baissent de façon continue avec la mondialisation et la délocalisation. Et en fait, il y a de plus en plus de consommation. Et c'est vraiment lié. Avant, pour acheter les mêmes choses, il fallait beaucoup plus de part de son salaire que maintenant. Et en fait, c'est pas anodin que les niveaux de consommation explosent et donc l'impact sur le climat explose. Ça, c'est un message politiquement difficile à faire passer parce que du coup, voilà, c'est le rapport entre le pouvoir d'achat, justement, et l'écologie. Mais eux, voilà, donc par leur dumping sur les prix, ils aggravent cette surproduction par la livraison ultra rapide. Le fait que tu peux commander tout en un clic et avoir tout ça livré chez toi en 24 heures, chez certaines personnes, ça génère beaucoup de comportements de surconsommation. En Allemagne, ils ont carrément mis des offres où on a le droit de commander plein de vêtements pour les essayer tous chez soi et puis là en renvoyer ceux qu'on ne veut pas, par exemple. Voilà, donc augmentation des coûts de transport, génération de mécanismes de surproduction également. Donc ça, c'est leur impact sur la surproduction et c'est pour ça qu'on s'attaque à eux comme vraiment rouage clé en fait, de ce système-là, quoi. Et enfin, un dernier impact qu'on ne connaît pas non plus beaucoup, c'est le transport de marchandises par avion. En réalité, Amazon développe massivement le transport de marchandises par avion. Il loue actuellement plus de 700 Boeing dans le monde pour transporter ses marchandises. Il a 22 espaces réservés dans les aéroports américains pour transporter ses marchandises par avion. Et en France, bizarrement, l'entrepôt de Saint-Exupéry, il n'est pas à côté d'un aéroport par hasard. Il est genre à 5 minutes, en fait. Et c'est pas du tout un hasard. Et tous les entrepôts, les méga-entrepôts qui vont implanter, ils sont tous à côté d'un aéroport. Et là, Amazon, sur son site web, il dit on va développer l'Amazon Prime Air,
Et c'est un magnifique Boeing peint en bleu avec marqué Prime Air. Ils l'ont montré au salon du Bourget, genre en toute fierté et décomplexion. Et voilà, sur leur site, c'est parce qu'on veut faire plaisir à nos clients, où qu'ils soient, dans le coin le plus reculé de la Creuse, en gros, et les livrer en 24 heures comme le Parisien lambda, bah, du coup, on va faire le Prime Air, quoi. Et c'est vraiment assumé. Voilà, sur les impacts environnementaux, je ne vais pas m'arrêter là pour continuer. Je ne sais pas si vous avez des questions. Tout à l'heure, tu as parlé de l'artificialisation des sols. Mm. Et en fait, j'aimerais peut-être que tu me parles un petit peu parce que je ne vois pas comme ça l'anglais. Bah, ça dépendra vachement des zones où ils s'implantent en fait. Et là, typiquement, sur les nouveaux entrepôts, ils sont assez malins. Ils font pas la même bêtise que Europa City, par exemple, ou ce genre de projet qui se pousse en plein champ et qui cristallise une opposition locale très forte aussi de ce fait-là. Ils sont malins maintenant, ils ont compris un peu. Ils ont vraiment peur qu'il y ait des ZAD anti-Amazon qui se montent en France. C'est une des choses qu'ils anticipent et qu'ils veulent pas voir. Donc du coup, là, en ce moment, les nouveaux entrepôts, ils sont tous sur des anciennes bases aériennes, en fait, donc des endroits déjà défrichés, déjà artificialisés à moitié. Donc ils choisissent mieux leur... Et voilà, encore une fois, des communautés désertées, des collectivités désertées. Enfin, ils sont très malins dans le choix de leur site, et notamment à un moment il y avait une rumeur comme quoi ils allaient s'implanter à 10 km de Notre-Dame-des-Landes, et alors c'était hyper marrant, c'est pour la petite histoire, mais personne n'arrive à joindre Amazon en France, vraiment littéralement, même les journalistes ils n'arrivent pas à les joindre, c'est la mafia quoi, genre personne n'a leur numéro. Mais par contre justement j'ai notre ami commun Jonas, qui est un habitant de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et qui avait monté un collectif anti-Amazon quand il pensait qu'il allait s'installer pour faire un peu relancer la lutte aussi, enfin, un objectif commun, quoi. Et là, il reçoit un appel de la chargée de communication d'Amazon, quoi, sur son téléphone qui lui dit « Mon bon monsieur, rassurez-vous, jamais nous ne vous installerons près de chez vous. » Enfin, vraiment, mais c'était incroyable, quoi. Donc, ils appellent les zadistes au téléphone pour les rassurer, mais nous, on ne sait toujours pas. C'est genre... c'est hyper, super drôle, quoi. Bah, j'aurais pas mieux dit moi personnellement. Ouais. Est-ce qu'on a les chiffres à peu près de vente en France d'Amazon ? Ouais, les chiffres de vente en France non, on a les chiffres de vente mondiaux, non, on a les chiffres de Prime mondiaux, c'est-à-dire 5 milliards de produits vendus dans le monde, juste avec le Prime. Donc on estime que c'est au moins le double en fait, voire le triple, sans le Prime, sans les services payants du coup du Prime. Et non, en France, ils ne déclarent pas leur chiffre d'affaires et leur nombre de ventes réelles. Donc du coup, pour des raisons fiscales, mais du coup, ça rend extrêmement compliqué à nous l'analyse même environnementale de leur impact, parce que du coup, on n'a pas de chiffres. Quand tu as même décomposé le nombre de ventes par les types de produits qu'ils vendent, c'est genre juste l'enfer. Et c'est pour ça que c'est compliqué sur cette campagne, parce que c'est très opaque. Et c'est difficile d'avancer sans chiffres durs et solides à mettre au nez des gouvernants et même des médias, parce qu'on sait que c'est énorme, mais on n'a pas les moyens, là, pour l'instant, d'obtenir ces infos, même via les syndicats et tout, c'est vraiment pas évident. Voilà, du coup, je regrette. Est-ce que tu peux nous décrire un peu à quoi ça ressemble un méga entrepôt ? Parce que la différence entre un entrepôt normal et un méga entrepôt. Je sais pas s'il y a vraiment... C'est juste que c'est très grand. Non, mais en gros... moi, après, j'ai jamais visité un méga entrepôt. Je suis pas la bienvenue, je pense, mais je sais pas. Mais en fait, il y a des visites guidées qui sont organisées, apparemment. En gros, c'est des immenses hangars, quoi, avec des milliers de rayonnages. Et il faut faire des centaines et des centaines de mètres pour aller d'un bout jusqu'à l'autre. Donc, les vendeurs, en fait, ils marchent des kilomètres par jour, en fait, en faisant juste des allers-retours... Voilà, et il n'y a rien d'autre en fait que ça, c'est-à-dire un immense hangar hyper sécurisé. Par contre, pour rentrer, quand on rentre, il y a des portiques qui montent jusqu'au plafond, donc on ne peut même pas passer par-dessus les portiques ou quoi. Tu dois laisser ton téléphone, t'es bipé, etc. Enfin, tu n'as pas le droit d'avoir tes objets personnels dans l'entrepôt, donc c'est hyper sécurisé. Mais après, l'entrepôt lui-même, c'est très bête et méchant. C'est un immense hangar plein de rangées de produits avec des machines pour passer à travers et des gens à pied et des oreillettes qui vont... Voilà. Je pense qu'il y a aussi des chaînes comme c'est tellement grand que si le vendeur ferait des allers-retours à chaque fois pour chercher ses produits, il ne pourrait pas. Et je pense qu'ils ont installé des chaînes, ils appellent ça, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, où le vendeur est dans un périmètre, il prend ses colis et il pousse sur la chaîne. C'est en gros
à l'expédition. En fait. D'accord, mais c'est possible. Hein. Après, moi, encore une fois, je suis pas du tout d'avis laborieux répondre à ces questions-là, parce que moi, j'ai visité lors d'une action directe un centre de tri d'Amazon, mais j'ai pas, j'ai pas vu comment ça fonctionnait quand on le bloquait pas et les détails du truc, quoi. Mais on peut en reparler de ça. Mais alors l'autre question, c'est est-ce qu'on sait, par exemple, donc maintenant ils achètent des bases aériennes, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on a une idée du prix auquel ils achètent ce terrain? Et je pose cette question un peu naïvement, mais pour faire le rapport avec l'implantation de choses comme le Grand Stade à Lyon ou comme Europa City, où on sait un petit peu ce qui se passe sur la question de l'accaparement de ces terrains. Quel est le prix du sol sur une base aérienne? Est-ce que vous avez étudié cette question-là? Je sais pas pour tout, ça doit dépendre des zones. Donc Brétigny, Saint-Exupéry, je sais pas, par exemple. C'est des informations qui normalement doivent être rendues publiques, combien la collectivité va toucher en vendant un bien qui lui appartient ou qui a été cédé par l'État à la collectivité. Sur Brétigny, je sais que c'était 17 millions. Alors 17 millions l'ensemble. Ouais. Et qu'après, ils ont fait les travaux et du coup, finalement, ça leur a coûté beaucoup moins. Mais en gros, le prix d'achat, c'était ça. Et sur les autres entrepôts, là, je pourrais pas te dire comme ça, peut-être. Est-ce que peut-être dans la salle, il y a des gens qui sont intéressés à la question d'Europa City, par exemple? Non? Parce que il y avait au moment des actions sur Europa City, il y avait un reportage qui montrait qu'en fait, l'astuce, elle consiste à vendre des terrains qui sont inconstructibles au prix du mètre carré inconstructible, puis à modifier une fois que la firme ou la multinationale a acheté ces terrains, à transformer le PLU pour transformer ces terrains en terrains constructibles. Et d'un seul coup, alors que le mètre carré a été acheté 2 €, il vaut 200 € le mètre carré. Ce qui revient sur chaque surface à faire un cadeau à l'entreprise de plusieurs millions d'euros qui va très très au-delà des subventions qui sont données. Donc c'est pour ça que si on arrive à c'est très intéressant, je ne savais pas, mais du coup c'est une piste à creuser. Sans mauvais jeu de mots. C'est comme ça que le Grand Stade à côté de Dessines c'est fait. Et puis ce que tu dis sur les infrastructures qui sont payées par le contribuable, on va dire, on était dans la même situation par rapport au Grand Stade, c'est-à-dire que Aulas a construit son stade sur fonds propres, mais je crois que c'était 150 millions qui ont été donnés, non seulement ici, c'était pour l'autoroute et le tramway. Voilà, pour l'autoroute et le tramway, et métropole, et la région, et l'État. 150 millions. Ouais. Donc ça valait autant que le Grand Stade quasiment, quoi. Sauf que le Grand Stade appartient maintenant à Aulas grâce à cette disposition, ce qu'on appelle un cavalier législatif qui avait été introduit par Collomb à l'époque où il était député à l'Assemblée nationale. Ces pratiques-là, comme chez nous, ils ont fait une zone commerciale. C'était tous des terrains agricoles. Ils ont acheté le prix du terrain agricole, c'est-à-dire que dalle. Et après, le maire a changé, la Copamo a changé les terrains constructibles. Donc ils ont fait des cadeaux comme ça aussi aux entreprises qui s'installent. Alors Alma, quand même, il y a un truc, quand on t'écoute, on a l'impression que la croissance, c'est pas un truc que t'aimes. Alors, est-ce que c'est pas un peu idéologique cette question? Moi, je vous ai montré plein de chiffres qui montraient qu'on n'avait pas le choix. Non, honnêtement, là, vraiment, il y a... Et là, c'est marrant que tu poses cette question parce que c'est pas fait exprès, mais il y a ces questions... des réponses à cette question-là. Est-ce qu'on est obligé de baisser les niveaux de production pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Et la réponse est oui, en fait. Et vraiment, je suis désolée, mais c'est pas idéologique. En fait, ça en devient scientifique. Et pourquoi? Parce que, en gros, c'est quoi? Maintenant, les grosses entreprises comme Amazon, par exemple, ou H&M, etc., Apple, ils savent là qu'il y a un problème avec le changement climatique. Ils savent qu'ils ont un peu la pression pour commencer à faire semblant de faire quelque chose. Donc, ils vont essayer de prendre des engagements qui ressemblent à quelque chose par rapport au scénario du GIEC, notamment. Et ils ont tous des engagements hyper ambitieux à l'horizon 2050, genre 0 émission. C'est des trucs... Donc Amazon, notamment, vraiment un engagement de 0 émission net, c'est le mot net qui compte, en 2050.
D'ailleurs, on dit, mais mais vous croyez, oui, vous avez prévu d'arrêter, du coup, de disparaître, c'est donc ça le projet. Et en fait, non, pas du tout. Comment ils en arrivent à dire qu'ils vont mettre 0 carbone, c'est justement grâce à tous ces mécanismes-là, et en premier lieu, la compensation carbone, qui est l'arnaque du siècle, franchement. En gros, voilà, ça consiste, pour ceux qui ne sont pas familiers, je ne sais pas si vous connaissez un peu le mécanisme. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la compensation carbone? Non, mais en plus, je suis vraiment pas une spécialiste, mais donc je vais essayer de dire ça schématiquement. En gros, voilà, ça consiste à planter des arbres pour compenser les émissions que tu vas émettre en une année. En gros, donc quand ça marche bien, c'est-à-dire quand tu rachètes pas des forêts qui existent déjà et que tu te débrouilles à faire des certifications foireuses, quand tu replantes des arbres là où il n'y avait pas d'arbres avant, quoi, déjà. C'est déjà la première étape. Et en gros, sauf que le problème, c'est que, en fait, pour compenser les émissions que tu vas émettre en une année, à l'arbre, il va lui falloir plusieurs années, en fait, pour grandir, se constituer et capter tes émissions. Donc ça, c'est le premier point. Donc en fait, quand tu n'as que 10 ans pour changer les choses, on voit bien que remettre toute la baisse des émissions sur la compensation carbone, déjà, en fait, c'est juste mathématiquement impossible. Le deuxième point, c'est les arbres, en fait, quand ils sont soumis à des stress hydriques, à des sécheresses, etc., ils relâchent du carbone dans l'atmosphère. Et encore pire quand ils brûlent, comme ce qui se passe aujourd'hui partout, là, en Sibérie, en Amazonie. Bonjour la compensation carbone. C'est-à-dire que si ta forêt brûle, tu as tout perdu et toutes tes émissions, elles sont reparties. Comme ce qui se passe aujourd'hui, concrètement, là, tu as une quantité d'émissions de CO2 que je ne pourrais pas vous donner parce que je ne suis pas une experte des forêts, mais impressionnante qui est en train d'être émise aujourd'hui dans l'atmosphère par l'immense feux de forêt qu'il y a en Sibérie, en Amazonie en ce moment. Donc voilà. Donc déjà et en plus, voilà, quelle garantie que les terrains vont rester, vont pas être détruits, vont pas être défrichés, enfin, toutes ces questions-là. Et puis, en fait, si toutes les grandes multinationales, avec les millions de tonnes de CO2 qu'elles émettent, se mettent à vouloir reforester tout le tiers-monde, en gros, enfin, c'est ça qui va se passer. Enfin, en gros, on voit bien qu'il y a un truc qui ne peut pas fonctionner, clairement. Donc ça, c'est la première arnaque qui montre qu'en fait, tu peux pas avoir une vraie réduction des émissions de gaz à effet de serre sans réduction de la production. La deuxième, c'est le recyclage. C'est mon petit chouchou. Non, mais parce qu'en fait, recycler, c'est vachement bien, en vrai. En vrai, c'est bien, mais ça suffit pas du tout. Et pourquoi ? Parce que, par exemple, sur l'électronique et le textile, en fait, déjà, il y a très peu de recyclage réel. Et les trucs qui sont recyclés, ils sont même pas réincorporés dans les produits. Donc, du coup, textile, en fait, le recyclage, c'est on va faire de la bouillie de vêtements. Vraiment. Et on va faire de l'isolant pour maison ou des serpillères. Mais jamais les fibres textiles de H&M qui disent j'ai un super programme de recyclage, ils ne vont pas se retrouver dans les vêtements H&M que tu vas aller acheter après. Donc en fait, l'impact de la filière textile n'est pas du tout réduit par le recyclage très 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 minime, en plus anecdotique, des vêtements qui sont mis sur le marché. Donc déjà, ça c'est aussi une énorme arnaque. Et bon, dans l'électronique, j'en parle même pas. Toi, tu sais ça aussi bien que moi. Voilà. Il loue des Fairphone et du coup il connaît bien la filière smartphone, métaux. Oui, en gros, en fait, dans l'électronique, on a tendance à vouloir maximiser la performance des produits, donc on assemble au niveau atomique les terres rares avec d'autres composants, donc c'est ce qu'on appelle les matériaux dopés par exemple. Et quand on miniaturise de plus en plus, on comprend bien qu'une fois qu'on a lié les composants au niveau atomique, c'est vachement plus compliqué de les dissocier. Donc aujourd'hui, il y a très peu de matériaux qu'on arrive à recycler d'un smartphone ou d'un ordinateur. Et puis, c'est vachement plus rentable d'aller extraire des matériaux natifs en Afrique que de se donner de la peine de les recycler ici. Donc même économiquement, ça ne marche pas. Donc ils le font juste pour la beauté du geste pour l'instant. Et donc ça se fait pas. Ouais. En gros, ils récupèrent les cartes mères, ils vont les faire fondre, ils vont récupérer 3 grammes d'or. Je ne sais même pas comment. Le peu de grammage d'or qu'il y a, parce que c'est le seul métal qui se vend suffisamment cher pour être rentabilisé, puis c'est tout, quoi. Le tantal, le cobalt, le lithium, les terres rares, tout ça, ça part à la poubelle, quoi. Donc voilà, et après transport électrique, bon, je vais passer vite là-dessus, mais en gros, pareil, vous voyez, l'idée c'est génial, c'est-à-dire il dit on va reforester pour compenser notre empreinte carbone, mais en même temps on va faire des agrocarburants pour nourrir les avions. Encore une fois, quand tu alignes tous les messages et les propositions, il y a clairement une incohérence de bout en bout qui est juste manifeste, parce que oui, l'avion électrique c'est pas pour demain, là, clairement.
Et puis même, est-ce qu'on voudrait vraiment, voilà, sachant l'impact de la production électrique, enfin, c'est pas forcément une bonne idée, mais en plus, voilà, les faire fonctionner avec des agrocarburants qui sont aujourd'hui, en fait, globalement l'huile de palme et l'huile de soja pour ce genre d'industrie. Donc, en gros, des secteurs qui sont tout aussi polluants que le pétrole à cause de la déforestation qu'ils génèrent. Enfin, en gros, voilà, c'est encore une... On n'a pas encore les agrocarburants, algues, etc., une 3e génération, tout ça. C'est pas du tout encore développé à l'échelle industrielle qui permettrait une application dans les 10 ans à venir de façon massive. Donc pareil, c'est encore une promesse technologique dont on verra probablement pas le jour. Enfin, on ne sait pas trop, mais voilà, ça fonctionne pas dans les 10 ans qui nous restent pour agir. Voilà, pardon, c'était ce que je vous disais. Ah voilà. Je sais pas si vous voulez parler de la fiscalité, mais ça fait un peu des allers-retours du coup. On aimerait bien, si tu peux compléter sur cette question de comment ils s'y prennent pour passer au travers de l'impôt, parce que ça, c'est pas très clair. Nous, on a du mal, en fait. On aimerait bien faire comme Amazon, enfin certains, parce que d'autres peuvent être convaincus des vertus redistributives de l'impôt. Enfin, il y a des gens qui aimeraient payer peu d'impôts et faire comme Amazon. Alors pourquoi eux ne peuvent pas et Amazon le peut? Ouais. Quel est le mystère? Le mystère, c'est la libre circulation des capitaux. Non, l'Union européenne, déjà, du fait qu'il n'y a pas d'harmonisation fiscale, donc le siège, par exemple, d'Amazon, il est au Luxembourg. Donc, en fait, le site d'Amazon, là où vous achetez vos produits, qui s'appelle Amazon.fr, il n'est pas administré en France, il est administré au Luxembourg. Donc son chiffre d'affaires part là-bas. Après... Aussi, ils fractionnent leur chiffre d'affaires, ils ne déclarent pas l'intégralité de leur chiffre d'affaires en France pour essayer d'échapper à la nouvelle taxe GAFA, justement, notamment sur les places de marché. Ils ont tout le volet vente par intermédiaire, où ils sont intermédiaires, on va dire, ils le cachent en fait. Donc ils déclarent un chiffre d'affaires beaucoup plus petit que son chiffre d'affaires réel, qui encore une fois, on ne l'a pas. Il est estimé par des grandes banques comme Morgan Stanley, qui nous dit qu'il est à peu près de 8 milliards d'euros en France. Mais ce n'est pas un chiffre officiel, puisque ni eux, ni le gouvernement, on a les infos. Et le gouvernement, pareil, petite histoire marrante, je leur dis « Ah ouais, c'est dingue, on n'arrive pas à voir les infos. » Je sais pas, en fait, vous devriez être un peu en colère. Quoi. Ils disent « Mais c'est scandaleux. » Je dis « Oui, en fait. » Mais ouais, c'est vraiment, on en est là, du genre de rapport. Et donc, du coup, de par cette création d'emplois visibles, etc., et après, pour plusieurs raisons qu'on évoquera sur Amazon, la géopolitique en lien avec Amazon, les États-Unis, etc., c'est pas n'importe quel acteur. En gros, ils étaient en redressement fiscal de 200 millions d'euros pour le peu d'impôts qu'ils devaient quand même payer à la France au titre de leur activité logistique, etc. Et en fait, Bercy a transigé l'année dernière sur l'amende. Verrou de Bercy, on ne sait pas combien exactement ils ont payé, mais apparemment, ils auraient payé que 30 millions, quoi, ou 35 millions. Voilà, pareil, c'est pas des sources solides, puisque c'est le verrou de Bercy, mais c'était dans un article du journal Capital, donc assez pointu sur ces questions économiques. Donc on en est là, et donc aujourd'hui, ils paieraient 78 millions d'euros d'impôts, ce qui en fait représente 0,46% à peu près de leur chiffre d'affaires, ou un peu moins, je sais plus, 36% de leur chiffre d'affaires réel en France. Et en plus, ils touchent le CICE, apparemment, ce que m'ont confirmé les syndicats. Voilà, et je sais pas c'est quoi le montant du coup de ce qu'ils touchent, et on est en train de se renseigner. Donc s'il faut, en fait, ils payent même pas du tout d'impôts. Enfin, ils sont remboursés. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est exactement, CICE? C'est le crédit d'impôt compétitivité emploi. Voilà, en gros, voilà, c'est des remises d'impôts. Ouais. Ce qui est un énorme pan de la politique économique depuis Hollande suivi par Macron. En fait, c'est Macron qui l'avait mis en place aussi sous Hollande, et maintenant qui est continué, et ça coûte un pognon de dingue du coup à l'État français. En gros, c'est des remises d'impôts à condition que les entreprises créent des emplois, mais sans tout à fait avoir des conditionnalités sur les créations d'emplois. C'est un peu le problème. Là, c'est des sommes qui font qu'Amazon appartient presque à la fonction publique maintenant. En fait. C'est ça. Je pense qu'on peut dire que c'est une entreprise d'État. C'est vrai. Il faut savoir quand même que les entreprises qui touchent le CICE, c'est les plus grosses entreprises qui licencient plus. Bah ouais. Carrefour a touché le CICE. C'est dingue. Ouais, Carrefour notamment, qui a licencié plus de 2000 personnes, il a touché le CICE cette année, par exemple. Enfin, du coup, ouais.
Alors, les conditions de travail dans les entrepôts. Ouais, alors ça, malheureusement, j'aimerais que David soit là parce qu'il est beaucoup plus calé sur ces questions-là que moi. Ce que je peux dire, c'est que c'est des conditions de travail qui sont comme dans toute la logistique, très pénibles. C'est des conditions physiques, en fait, très difficiles. Des longues journées, donc voilà, où voilà, je dis, c'est des travails à la chaîne très répétitifs avec une oreillette où tu dois marcher des kilomètres et des kilomètres toute la journée pour porter des colis. La caisse d'assurance maladie, régionale d'assurance maladie, avait épinglé l'entrepôt de Montélimar, notamment parce qu'il y avait un taux très anormal, on va dire très supérieur à la moyenne, de maux de dos et de burn-out et de stress professionnel dans cet entrepôt. Donc les salaires sont assez bas. Et en fait, là, il y a des revendications de la CGT pour obtenir 13 € de l'heure qu'ils n'arrivent pas à avoir. À peu près 50% des salariés sont intérimaires. Et ce qui veut dire aussi que quand on fait des actions de blocage, et ça, on l'a appris sur le tas, c'est qu'en fait, ces salariés-là ne sont pas payés. Parce que l'intérim dit que s'il n'y a pas de mission de travail, il n'y a pas de salaire. Et d'où, en fait, ce qui s'est passé à un moment où une action de blocage à Toulouse, où il y a eu des altercations avec les salariés, en fait, c'était des intérimaires qui étaient aussi un peu poussés par les managers qu'on voyait dans la vidéo qui était juste derrière. Enfin, c'était un peu Donc c'est vrai que ça crée des situations sur le terrain un peu plus complexes que juste les salariés qui sont de toute manière payés. Donc finalement, là, on leur nuit clairement à la paye de la journée. Donc c'est un nouveau défi, on va dire, dans nos manières de nous organiser par rapport à ça, quoi. Parce que c'est difficile de gagner l'adhésion de quelqu'un dont tu lui voles le salaire de la journée. Ça, c'est un peu compliqué, quoi. Je peux dire, avec toute la non-violence du monde, ça va être pas forcément facile. Hein ? Non, il n'y a pas le choix. Non, mais ça peut être un coup politique que tu assumes, mais c'est pas anodin. Voilà, il faut le savoir avant de le faire et l'assumer. Sur l'heure où on bloque, les salariés sont déjà arrivés. Oui, mais justement, les intérimaires, en fait, ils sont renvoyés sans salaire parce qu'ils sont intérimaires. On leur dit, toi, tu rentres chez toi. Ils sont déjà venus sur place. Ouais. Les camions sont bloqués, donc. En fait, tout le monde est renvoyé, mais ceux qui sont en CDI, ils seront quand même payés. Ceux qui sont en intérim, ils ne seront pas payés parce qu'ils n'ont pas accompli leur mission journalière. Ils sont venus sur place, ils sont... Ah non, mais je te dis, c'est ce qui se passe. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais en tout cas, c'est... C'est les libertés aussi qu'Amazon prend avec le temps. C'est une pression qu'ils ont aussi pour... Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a l'élément aussi qui est souvent mis en avant par les salariés dans les blocs qui s'appellent les pick and pack. En fait, consiste du coup à aller dans les rayonnages, juste emballer, c'est uniquement ça. Les cadences sont données, comme tu l'as dit, par des oreillettes. Et les salariés sont suivis par GPS, ce qui permet même de savoir en fait s'ils n'ont pas fait un détour pour parler à un collègue, à un copain. Il faut savoir aussi que on licencie pour avoir mangé un Mars dans un emballage. Je veux dire, ça rigole pas du tout ce point de vue-là. Et aussi, c'est pas seulement des cadences, c'est-à-dire que on est obligé d'augmenter ces cadences mois après mois, à mesure qu'on acquiert de l'expérience, on est censé augmenter sa productivité. Et les gens qui ne suivent pas la trajectoire de productivité, donc, sont pas repris dans le contrat suivant, avec toujours l'espèce de carotte il y a la possibilité d'avoir un CDI au bout, CDI qui vient très très rarement, c'est-à-dire qu'il y a un taux, en plus du taux d'intérimaire, un taux de turnover qui est extravagant chez Amazon. Et je ne sais pas si tu comptais en parler, mais il y a un autre scandale avec cette histoire, c'est qu'en plus, il y a l'histoire des avis émis par les salariés d'Amazon. Tu es au courant de ça? Sur Facebook? Oui. Ouais. Non, vas-y, continue, c'est bien que je... on a un scandale autour des avis qui sont achetés par la firme à leurs propres salariés, c'est-à-dire ils sont rémunérés en cadeaux, en points de fidélité, pour exprimer des avis positifs sur leurs conditions de travail. C'est-à-dire qu'ils donnent une vision vers l'extérieur de conditions de travail qui seraient soutenables, voire bonnes, voire positives, alors qu'en réalité, ils sont dans la souffrance, ce qu'on repère au travers d'abord des maladies professionnelles, un haut taux de maladies professionnelles, des lombalgies, burn-out. Par contre, on sait aussi qu'il y a une pression sur les accidents de travail déclarés. On entend parler de ça de plus en plus souvent, c'est-à-dire que les gens sont menacés si jamais ils déclarent des accidents de travail, ce qui est, au sujet d'Amazon, quand même une suspicion très forte qui plane sur eux. Voilà. Merci d'avoir complété, parce que je ne savais pas. Ouais. Je connais un peu les conditions de travail, parce
parce qu'en fin de compte, c'est que ces métiers-là, c'est la préparation de commandes. Moi, j'ai travaillé pendant des années dans la préparation de commandes, et effectivement, on a des cadences à respecter, des colis par heure à produire, et avec des moyens vraiment drastiques. On a des transpalettes bon, électriques, mais on se trimballe dans les couloirs, et ils nous disent, attention, vous avez tant de colis à faire par heure, si vous ne faites pas vos colis par heure, vous perdez du salaire. Parce qu'il y a des baisses de salaire aussi si on n'arrive pas à atteindre notre objectif. Wow. Et les conditions de travail, effectivement, c'est très, très difficile dans ces entreprises parce qu'on a la pression de l'employeur, des petits cheffaillons qui sont sur les quais parce qu'eux aussi ils touchent une prime s'ils n'arrivent pas à atteindre leur quota de colis dans la journée, etc. Et moi, je sais que je travaillais pour Danone et pour d'autres entreprises, et c'est partout pareil. Ils ont le même système de pression sur les employés pour pouvoir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'arrêts maladie, et parce que les gens, au bout d'un moment, ils n'arrivent pas à bout, quoi. Pas les publics musique, on n'est pas des robots. Et ça fait aussi de la concurrence entre employés. Parce qu'il dit, lui, il fait tant de colis à l'heure, moi, il faut que j'arrive à faire ça pour avoir tant de primes à la fin aussi. Et il fonctionne comme ça. C'est une entreprise. Alors, Alma, tu nous as dit que tu allais nous parler un petit peu de l'aspect numérique, l'impact écologique lié au numérique. Est-ce que tu as des informations plus précises là-dessus ? Pas tellement, à part que Amazon, c'est le premier acteur dans le stockage de données mondiales. C'est déjà beaucoup, en fait. Et notamment même en France, en fait, où finalement c'est assez peu connu, mais il héberge la plupart des sites. En France, c'est l'acteur majoritaire de l'hébergement de sites, donc c'est Amazon de Web Service, AWS. Et donc voilà, un acteur majoritaire du cloud, en fait, et du stockage de données, ce qui lui donne une puissance, en fait, mis bout à bout avec sa puissance logistique et le fait qu'il stocke les données, etc., ce qui explique que c'est une entreprise qui est analysée comme étant extrêmement puissante, en ayant dans les mains beaucoup de leviers de pouvoir, en fait, sur les États, juste par les trucs fonctionnels qu'elle contrôle, en fait, concrètement, et notamment le cloud, qui lui permet, en plus, sur l'impact environnemental, Greenpeace dit que c'est un des plus mauvais élèves sur le développement d'énergie verte pour nourrir les data centers, etc. Et ils sont toujours très très mal classés. Ils font beaucoup moins d'efforts que Apple, Facebook, qui essayent de verdir leur image. Le cloud, en plus, leur permet de gagner pas mal d'argent, qui permet aussi de s'appuyer sur ça pour faire de la vente à perte aussi. Parce que du coup, sur le modèle économique d'Amazon, ce qu'en plus les gens ne savent pas, et qui rend complètement fou, c'est que Amazon, sur la distribution, vend à perte. Enfin, ne génère quasiment pas de bénéfices sur les milliards de produits qu'ils vont vendre dans le monde. Et en fait, ils tuent la concurrence, mais ne génèrent pas de bénéfices. Comment c'est possible ? On va dire, c'est une entreprise qui ne fait pas de bénéfices. Comment elle en arrive à être la première cotation boursière ? Parce que c'est l'entreprise donc, dans laquelle les marchés financiers croient le plus. C'est l'entreprise qui est la plus financée sur les marchés financiers aujourd'hui. Et donc, c'est donc déjà, parce qu'elle se rattrape un peu avec le cloud. Elle fait un peu de bénéfices qu'elle réinvestit totalement dans ses nouveaux entrepôts, dans l'expansion économique. Et elle promet du coup aux actionnaires que quand elle voudra, elle aurait mis tellement le grappin sur tout, elle aura tellement un monopole total ou quasi total, qu'en fait elle pourra augmenter les prix et que d'un coup là, l'argent va rentrer direct. Et en fait c'est ça, c'est vraiment écrit noir sur blanc, c'est leur modèle, c'est tuer tous les autres, comme ça après on sera les plus forts et on pourra augmenter les prix et du coup on va gagner plein d'argent. Enfin, c'est vraiment le cœur du business. Et donc en faisant croire ça aux actionnaires et en leur montrant de temps en temps que c'est possible, notamment aux États-Unis, à un moment ils ont un peu élevé la commission qui touchait et d'un coup il y a beaucoup d'argent qui est rentré puisqu'avec la masse de produits qu'ils vendent, en fait c'est assez facile de faire du bénéfice sur leur activité. Après ils ont rebaissé, mais ils ont montré aux actionnaires, ils les ont rassurés, ils ont dit regardez c'est un modèle qui marche, on sait où on va. Après ils saupoudrent un peu d'innovation technologique comme la conquête de Mars, etc. pour leur donner l'impression aux gens que c'est sexy, que c'est un visionnaire qui va aller jusqu'au bout, que c'est l'entreprise de demain, enfin en gros... Et ça, tout ça, ça fait tenir le truc alors qu'ils ne versent pas de dividendes à leurs actionnaires. Ils ne versent pas de dividendes à leurs actionnaires. C'est hallucinant. Alors, c'est l'inverse d'Apple, qui est l'entreprise qui verse le plus de dividendes à ses actionnaires, qui est l'entreprise la plus riche du monde, qui fait à peu près 45 milliards de bénéfices par an.
Là, c'est l'inverse. Ils ne versent pas de dividendes, mais par contre, la valeur de l'action, elle est tellement forte qu'en fait, quand on est propriétaire d'une action Amazon, si on la revend, on a gagné, on gagne beaucoup, beaucoup plus que la valeur à laquelle on l'a acheté si on attend quelques années. Donc ça se finance comme ça en fait. Ils disent, si vous n'êtes pas content, vous revendez vos actions. De toute manière, elles ont pris, je sais pas combien, j'ai pas analysé, je suis pas une... je travaille pas dans la bourse, mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui est... c'est hyper particulier quoi, comme business model. Et voilà, je ne sais pas ce que je peux dire. Ce qu'on aimerait bien savoir, c'est qu'on en avait parlé au début. C'est vrai que ce mois de septembre, on a eu beaucoup de choses, mais on avait pensé faire quelque chose avec la Ligue des droits de l'homme sur la répression des Gilets jaunes. Il y a tout un pan, je pense, actuellement du mouvement Climax, soit côté des Amis de la Terre, de l'ANV, du décrochage des portraits, de notre ami Alex qui passera en procès le 7 octobre prochain pour une action anti-pub. Est-ce que tu peux nous décrire d'abord comment ça s'est passé, les blocages que tu as évoqués au début, quelles ont été les relations avec les forces de l'ordre? On a vu visiblement ça dégénérer entre guillemets, mais comment vous avez vécu ça et est-ce que tu peux le décrire aux gens qui n'ont pas forcément suivi ces actions? Tu veux dire le blocage du 2 juillet? Oui. Alors c'est intéressant en plus comme mise en perspective parce qu'il y a un blocage qui a vraiment dégénéré pour le coup, dans lequel on n'était pas parti, c'est le blocage qui a eu lieu juste après des Gilets jaunes, qui a eu lieu juste après le reportage de Capital. Et donc réponse directe, blocage de l'entrepôt de Châlons. Et là ça a vraiment dégénéré, pour le coup c'était un blocage pacifique. Et ils se sont fait vraiment tirer dessus à coups de LBD, grenades. Il y a eu des gens qui avaient des côtes cassées, des mineurs qui ont été en garde à vue, à tel point que ça a traumatisé en fait le groupe des Gilets jaunes de Châlons, qui aujourd'hui, il y en a plein qui ne veulent plus se mobiliser de façon directe à cause de ça. Ils ont été complètement laminés par les forces de police qui ont profité, en fait, ont fait une rafle anti-gilets jaunes sur ce blocage-là. Ils sont mis en plein à s'être retrouvés au tribunal alors qu'ils n'étaient même pas sur les lieux des faits. Donc il y a eu plein de relax finalement. Et ils ont été poursuivis pour entrave à la liberté de travail, du coup, par Amazon ou par l'État, je crois, en fait, directement. Et donc, eux, ils ont vraiment subi une répression physique très forte. Que nous, pour l'instant, on a la chance de ne pas avoir subi, en tout cas dans les blocages qu'on a organisés avec eux, qui s'expliquent pour plein de raisons. Déjà parce qu'il y a aussi des répressions de classe, et il y a aussi quelque chose qui se joue là-dedans. Les gilets jaunes, même quand ils sont pacifiques, on leur fait pas de cadeaux, quoi. Vraiment, il y a vraiment quelque chose de... Il y a un truc qui se passe aujourd'hui, et c'est même, du coup, des gilets jaunes qui avaient participé à ce blocage-là, qui ont aussi participé au nôtre, et que ça... En même temps, ils étaient contents, parce qu'ils disaient, bon, c'est cool que ça puisse aussi bien se passer, ça redonne un peu d'espoir, et en même temps, il y avait une tristesse de dire, mais pourquoi nous, quand on fait la même chose tout seul, on se fait cueillir à coups de LBD, quoi, et de chiens, voilà... Il y a des entrepôts, il y a eu, c'était moins grave, mais il y a eu lâcher de chiens, etc. Ça dépend souvent aussi de la taille de l'entrepôt. Plus c'est un gros entrepôt, plus ils vont être très durs avec les gens. Pour l'instant, nous, on ne s'est pas encore attaqué à un des méga gros entrepôts. Donc, à voir la réaction. Après, nous, nos techniques non violentes, le fait qu'on soit assimilé, écologiste aussi, forcément, ça joue un peu dans l'image de l'État, qui réprime des écologistes, etc. Il y a quelque chose qui se joue là-dedans. Il y a aussi la médiatisation. Forcément, quand tu as beaucoup de caméras sur place, c'est plus difficile pour eux. Et nous, on est assez bons aussi pour faire venir des journalistes dans nos actions, ce qui nous protège aussi. Et malheureusement, les Gilets jaunes, dans le cas des 17 blocages, il y avait très peu de médias, en fait, voire zéro média. Du coup, pour plein de raisons. Mais du coup, déjà, on en a très peu parlé, alors qu'ils ont fait beaucoup de blocages et que c'était hyper important. Et en plus, du coup, ça facilite un peu la répression. Dans le noir, à Châlons, personne ne les a vus. Et ça a été... il y a un article de reporter qui est sorti là-dessus, quoi. Personne n'en a parlé et personne ne s'est dit, est-ce que c'est normal d'aller taper sur des gens qui sont indignés contre l'entreprise la pire du monde? Est-ce que c'est logique de casser des côtes à quelqu'un qui a 70 ans, de mettre une gamine de 16 ans en garde à vue? Donc voilà, cet enjeu-là, il est fort. Sur ta question aussi, c'était est-ce que les écolos sont réprimés aussi? Alors, il y avait cette question-là, cette question de la répression. Je pense que vous avez eu des difficultés aussi, il me semble, à faire approcher les journalistes parfois. Oui. Donc il y a cette question qui me semble fondamentale dans les actions de désobéissance civile, puisqu'on sait que le nerf de la guerre, là, c'est quand même d'obtenir des images et de pouvoir publiciser ces actions. Tout à fait. Si on ne peut pas,
quelle est la capacité d'intervention et de transformation sociale avec des actions qui deviendraient invisibles. Ouais. C'était un précédent un peu inquiétant dans nos actions. Après, ça s'est passé d'une manière très bizarre, en fait, parce qu'au début, les journalistes, ils étaient là. En fait, ils étaient là depuis le début, avant même que les forces de l'ordre interviennent. Après, ils nous ont évacués donc, par la force, etc. Et en fait, il y avait des gens qui étaient enchaînés à l'intérieur du bâtiment et qui sont venus déloger avec des scies circulaires, etc. Et là, en fait, ils ont mis en place une procédure qui était extrêmement terrifiante, c'est-à-dire qu'ils ont bâché les vitres du bâtiment, on n'avait plus d'accès aux activistes qui étaient à l'intérieur. Bon, ils entrent il y avait une trousse de secours, alors nous on ne savait pas si c'était parce qu'ils avaient blessé quelqu'un ou si c'était juste la procédure. Finalement, ils avaient blessé personne, Dieu merci, c'était juste la procédure. Et à partir de ce moment-là, ils ont évacué tous les journalistes et les ont empêchés de façon répétée de revenir sur le lieu d'action alors que l'évacuation n'était pas terminée, en fait. Et effectivement, c'est inquiétant. À ce moment-là, oui, qu'un gendarme, parce que c'est la gendarmerie, se permette de dire aux journalistes qu'ils n'ont pas le droit de filmer sur le lieu public une action de citoyen. Et donc, oui, c'est un précédent inquiétant. De toute manière, globalement, la répression en France prend des tournures inquiétantes. Et bien sûr, il y aura des porosités dans nos mouvements. Parce que bien sûr, la non-violence nous protège, mais de toute manière, si l'État devient de plus en plus répressif et si on devient de plus en plus gros et gênant pour l'État à un moment donné, on est forcément face à des questions de répression, déjà judiciaire, parce que là, on commence avec les procès. Pour Amazon, ils sont en train de voir s'ils ne vont pas poursuivre en justice aussi. Ça va commencer à aller plus vite. Et oui, il y a eu régulièrement des atteintes à la liberté de la presse ces derniers mois. Une dérive autoritaire, après, je ne sais pas si tout le monde est au courant des chiffres, mais sur le mouvement des Gilets jaunes, c'est plus de 2000 arrestations, des condamnations de primo-délinquants à de la prison ferme, des condamnations des fois juste délirantes. Enfin, genre quand même un mec qui a pris 3 mois ferme parce qu'il avait montré ses fesses à l'hélicoptère de la police. Vraiment, hein. J'espère qu'il n'a pas fait les 3 mois pleins, mais quand même, il y a des choses où quelqu'un qui a pris aussi 1 ou 2 mois ferme parce qu'il avait un clou au fond de son sac. Et qu'il y avait vraiment, maintenant il y a des condamnations sans preuve, il y a des condamnations, des interdictions de se rendre à des manifestations, des gardes à vue sans délit. Enfin voilà, il y a de plus en plus de choses qui sont, et sans parler évidemment, bien sûr, du fait qu'il y a des gens qui sont ciblés par des LBD alors qu'ils ont littéralement rien fait. Enfin, 23 personnes, la plupart étaient des manifestants pacifiques. Moi, j'ai été ciblée par des LBD alors que je ne faisais rien. Ni même envers les forces de l'ordre, mais ni même, j'étais même pas en train de casser une vitrine ou quoi que ce soit, quoi. J'étais en train de courir dans la rue et je vois qu'on commence à me tirer dessus avec des LBD et je comprends pas ce qui se passe et j'avais rien fait. Donc ça veut dire que bon, et là dans ces cas-là, et j'ai peur que oui, que ça arrive aussi de plus en plus aux écologistes si jamais on devient de plus en plus gênant, on fait des actions de plus en plus grosses, on fait des blocages plus que ça, on reste plus d'un jour, voilà, c'est une vraie crainte. Et oui, de l'écologie, on peut en mourir même dans la désobéissance civile non violente. Là, il y a un blogueur qui est mort dans la ZAD de Hambach en Allemagne l'année dernière. Il est tombé d'un arbre lors d'une évacuation. Il y avait évidemment Rémi Fraisse qui est mort d'une grenade de désencerclement qu'on lui a lancée. Il occupait, pareil, c'était un blocage. Il occupait une zone pour empêcher des engins de chantier qui allaient venir le lendemain matin. Il n'y avait même pas d'engins. Ils étaient en train de rien faire, en fait, à part d'essayer de bloquer une expulsion, des engins de chantier qui allaient arriver après. Et le juge, c'est quoi la réponse du juge? C'est le gendarme a agi dans ses attributions, ce n'est pas à la justice de décider si c'est proportionné ou pas. Voilà. Si c'était il y a 2 mois ou 3 mois, le rendu du juge, c'est ça. Donc, je dis pas que le gendarme a voulu tuer Rémi Fraisse, c'est pas la question, mais la question, c'est que la justice a dit qu'elle ne se prononçait pas sur la proportionnalité des moyens engagés par l'État dans ce genre de situation, ce qui est quand même assez inquiétant. Voilà, donc effectivement, c'est toujours des situations qui peuvent être plus ou moins dangereuses, même si effectivement la tactique non violente protège davantage, on va dire, des répressions, mais ne protège pas totalement, bien sûr. Et là, on le voit, et ce sera de plus en plus le cas. Mais vous étiez combien dans ces blocages d'Amazon? Aussi bien à Châlons que l'autre? Alors, je ne sais pas pour tous. À Châlons, je pense qu'ils étaient une petite trentaine, à mon avis. Un peu plus, c'est un petit groupe, enfin c'est pas, voilà, tout le monde n'a pas envie de se lever, je pense peut-être un peu plus, je sais pas exactement, mais pas beaucoup moins. Sur nos actions, à Paris, on était 200 et quelques, je me souviens plus exactement le chiffre, sur l'île ils étaient 80 et à Toulouse ils étaient 70. Et ça suffit pour faire un blocage effectif, en vrai.
Il y a des questions. Oui, alors moi justement j'ai une question sur les blocages. Donc c'est quoi l'intention ou l'objectif du blocage? C'est médiatisation, c'est ça? Faire perdre de l'argent à Amazon, mettre en évidence la répression de... Alors, c'est quoi les intentions du blocage? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Combien de temps après, on parlera peut-être du côté technique du blocage. En fait, il y a plusieurs objectifs, mais effectivement, il y a l'objectif d'entrer dans un rapport direct avec Amazon et donc effectivement de nuire à son activité au moins une journée dans la mesure de nos forces en fait et de nos possibilités. C'est-à-dire c'est pas grand-chose pour eux. Enfin, ils ont été bloqués 22 fois et ça n'a pas l'air de les avoir particulièrement émus ou dérangés particulièrement. Mais en gros, voilà, l'idée c'est d'exercer un rapport de force et de perturber leurs activités. Mais effectivement aussi, étant donné qu'on pour l'instant on n'a pas les moyens humains et aussi en termes de légitimité dans le débat public de maintenir des blocages pendant des semaines. Enfin voilà, c'est encore compliqué de faire des ads sur tous les entrepôts d'Amazon de France. Je souhaite qu'on y arrive vraiment dans pas longtemps, mais pour l'instant, voilà, c'est encore... Donc c'est aussi une bataille médiatique. Et c'est aussi une manière de faire passer nos messages et d'alerter, comme tu disais très justement, c'est les deux en même temps, en gros. Et sur la question de tenir des blocages ou de faire d'autres types d'actions, il y a plusieurs manières. On peut voir l'occupation effective d'un lieu, mais alors là, dans ce cas-là, c'est extrêmement compliqué de tenir un blocage plusieurs jours. C'est possible, mais c'est vraiment du haut niveau d'engagement et d'activisme. Et j'espère qu'on va y arriver, mais c'est quand même, il faut s'enfermer à l'intérieur, faire je sais pas quoi. Enfin, c'est quand même c'est lourd. Après, il y a plein d'autres actions qui sont possibles de faire, mais jusqu'à nuire vraiment à Amazon dans son activité, la perturber vraiment, c'est un niveau, disons, d'harcèlement et d'action qu'on n'a pas. On n'a pas encore les forces militantes et la base et l'engouement, la collective pour promettre ça là, dans les 3 mois à venir, mais c'est un objectif, oui. L'idée, c'est que si on n'obtient pas de l'État qui stoppe ça, et c'est possible qu'on ne l'obtienne pas, vu ce qu'on disait sur... politiquement, l'État est un peu partagé sur cette question-là, clairement. C'est très probable qu'on n'obtienne pas de réponse de sa part. Dans ce cas-là, effectivement, ce sera aux citoyens de s'interposer, mais construire ça, c'est une lutte extrêmement difficile, comme pour toutes les luttes. Enfin, c'est un peu la même problématique qui se pose un peu partout. Mais on pourrait imaginer, comme par exemple, il y a des campagnes ADP ou je ne sais pas quoi, faire une campagne d'information sur Amazon en réunissant des syndicats, réunissant les gilets jaunes, enfin, je sais pas, pourquoi pas, comme il va y avoir les municipales, comme il va y avoir... Oui, bien sûr. C'est un peu l'idée là, non, justement. Oui. Non, tout à fait, mais c'est exactement ça. En fait, là, du coup, peut-être pour finir justement là-dessus, parce que ça fait déjà pas mal de temps, et après, en gros, c'est ça, en fait, l'idée de la stratégie, c'est que, donc, là, on a une fenêtre dans les prochains mois vis-à-vis du gouvernement, c'est qu'il va publier sa fameuse, enfin, pas forcément si fameuse que ça, mais c'est comme moi je travaille dessus, ça me paraît fameux, mais la loi économie circulaire, mais sûrement ça vous dit rien, en fait, je viens de me rendre compte. En gros, c'est la loi, justement, il va parler de la destruction des invendus, etc. C'est censé être sa loi écologique et sociale. Alors, il le vend vraiment comme, justement, on répond à la fois aux attentes des Gilets jaunes, puisqu'on va obliger les entreprises à donner les couches, etc. Enfin, c'est vraiment ça, hein, c'est la charité. Et on répond aux défis de l'urgence climatique aussi par ça, en empêchant de détruire les invendus. Regardez comme on est fort et tout. Voilà, en gros, c'est un peu l'idée. Putain, s'ils m'entendaient parler comme ça, voilà. Ouais, je sais, ouais, mais bon. Ben non, mais c'est la vérité en même temps, mais donc en gros voilà, et ça va être la loi où ils vont encadrer un peu les activités d'Amazon, mais juste un peu, donc sur la question des invendus, sur le fait qu'ils sont méchants et qu'ils payent pas la TVA et qu'ils payent pas l'éco-contribution, enfin sur des trucs de base qu'ils devraient faire comme tous les acteurs économiques normaux, mais qu'ils font même pas. Donc ils remettent un peu à niveau le jeu, et c'est même pas sûr que ça passe. Mais en gros, c'est le seul un peu véhicule législatif, on va dire, où une mesure sur moratoire, plus de nouveaux entrepôts, et on va programmer une amélioration vraiment concrète sur les entrepôts existants, ça devrait passer par cette loi. Et donc c'est la dernière bataille, en gros, la dernière chance, on va dire, qu'on donne au gouvernement d'agir, lui, et de s'interposer, lui, à ce modèle-là.
pour ça, du coup, en gros, on va mettre en place ce que tu disais. En fait, c'est un mélange de tactiques. C'est à la fois, effectivement, de la sensibilisation, et notamment au local. Et c'est pour ça que je suis hyper contente d'être à Lyon, parce qu'il y a ce projet-là. En fait, on a besoin aussi de gens qui aillent rencontrer à la fois les élus, les députés, les sénateurs, de gens qui parlent aux petits commerçants, qui montent des alliances en fait d'acteurs locaux pour avoir une base qui soit hors du mouvement écolo, parce qu'il y a plein de gens qui détestent Amazon. Honnêtement, c'est pas difficile de trouver des alliés contre eux. Enfin, bon, après, c'est difficile de les faire bouger, qu'ils aient le temps et l'énergie et l'envie d'aller voir le député avec vous, etc. C'est encore un autre pas à franchir là-dedans, dans les rapports de confiance, etc. Mais ça, c'est un travail très utile à faire pour renforcer les luttes. Et après, évidemment, il y a créer un vrai réseau militant qui sera prêt et qui est prêt à agir. Voilà, si de toute manière l'État n'agit pas, il y a l'urgence climatique qui est là, il va falloir que nous, on se substitue à l'État, entre guillemets, et qu'on agisse. Donc c'est un travail que tu mènes en parallèle. Et pour créer un peu du bruit, et pour créer un intérêt et faire que nos messages passent, oui, l'idée, c'est aussi de mener des actions dans les prochains mois. Des actions coup de poing, pas forcément des blocages, mais des trucs très impactants aussi, mais d'autres manières. Enfin, trouver pas mal de choses à faire faciles, mais hyper efficaces, qui les fassent vraiment chier. Voilà, dans les prochains mois, pour maintenir en fait l'intérêt médiatique dans le sujet, pour continuer à en parler, faciliter le reste des processus. Et voilà, et l'idée, c'est qu'effectivement, la deuxième phase, si on rate cet objectif, c'est de passer en mode ZAD sur les entrepôts. Enfin, voilà, une manière de garde de plus régulière, quoi, contre les activités. Moi, je pense que c'est déjà trop tard. Probablement. C'est déjà passé en mode ZAD. Parce que je fais partie de la coordination des Gilets jaunes. Donc, on a bloqué déjà pas mal d'entrepôts à Amazon ici. Alors, quand tu parlais tout à l'heure des journalistes et tout, nous, on a une cellule comme média qui avait averti tous les journalistes. Mais quand c'est les Gilets jaunes, les journalistes ne viennent pas. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont l'ordre de ne pas venir ou j'en sais rien. Et le souci, c'est que je pense, nous, on a vu les députés ici. On a été voir des députés, on a eu des réunions avec eux et tout. Ça ne sert à rien. En marche, c'est des pourris jusqu'au bout. Ah, ils vous font des bons sourires devant, oui, on a compris votre problème, oui, on va faire passer le message et tout, mais c'est que du flanc. Puisque après, ils votent sur le CETA. Oui, c'est clair. Donc, moi, enfin, nous, du moins les Gilets jaunes, à notre sens, c'est qu'il faut agir déjà maintenant. Et discuter avec eux, ça ne sert plus à rien. Enfin, ouais. C'est notre point de vue général. Après, le sens de mon message, justement, sur le fait des ZAD, etc., c'est que là, clairement, mais je ne sais pas ce que tu en penses, et si on aligne nos forces, c'est encore différent. On veut la convergence des luttes. Mais sur le mouvement écologiste, là, maintenant, en tout cas, tel qu'il est, on n'a pas les forces, nous, de passer encore en mode ZAD. Et le fait de faire des campagnes locales et de faire des actions, certes, plus ponctuelles, de ne pas être encore dans l'occupation permanente du lieu, etc., permet aussi d'agréger des forces autour de toi. C'est pas deux objectifs qu'on... Et là, quand je te dis, la fenêtre de tir, elle est de 4 mois. Hein. Enfin, c'est pas un recul, genre on n'attend pas 2 ans avant de savoir si on s'y met ou pas. Je pense que les deux vont... En ayant cette perspective, mais il faut la construire, la possibilité d'agir. Et je pense que ça se fait aussi, aussi en alertant, en agrégeant le plus de forces possible, quoi. Et je pense que c'est important aussi que toutes les associations écologiques se mettent ensemble et ils arrêtent de faire leur propre action chacun de leur côté aussi. Parce que c'est pareil, on joue le jeu de la division avec l'État cherche ça en fait, c'est divisé. Et les Gilets jaunes sont prêts à aller sur toutes les actions écologiques qu'il faut y aller. Parce qu'en fin de compte, on se bat tous pour la même chose, c'est contre ce système qui nous pourrit la vie. Donc effectivement, les Gilets jaunes ont commencé, c'était le pouvoir d'achat. Et ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et maintenant, on est vachement évolué sur la question. C'est un système qu'on combat. Et c'est le système du mieux vivre ensemble aussi. C'est le système aussi écologique qui rentre en compte et tout. Qu'avant, c'était pas gagné pour les Gilets jaunes. Et maintenant, ils ont pris conscience de l'importance écologique, de l'impact sur la planète. Et je pense qu'il y aura des actions à faire ensemble et en commun. Visiblement, les Amis de la Terre acceptent parfaitement de faire ces actions. Super content, non mais... a une question. C'est cool. Oui, non, c'est pour compléter ce que vous avez. Moi, je m'appelle Sylvie et je fais partie de l'activité Mouvement 21 dans le Rhône et au niveau national. Et on a, bien évidemment, on suit cette
campagne-là. On n'a pas eu le temps de s'engager dedans parce qu'on était sur plein d'autres choses et sur les projets des actions de campagne. Et on se connaît bien avec Fabrice, on a fait des choses ensemble déjà ici dans le monde parce que ça se passe bien. Il y a des bons rapports et on a envie de bosser sur cette campagne-là ensemble. Donc voilà, effectivement, je suis d'accord avec toi, à agir toutes les forces et faire un état des lieux, mais en tout cas, on a vraiment envie de se lancer dedans. Donc moi, j'étais intéressée de savoir voilà, la fenêtre de tir aussi politiquement, quand est-ce qu'en gros il faut s'y mettre et quand est-ce qu'on fait les dates. Mais en tout cas, on est chaud. Alors, vu que je suis enregistrée sur les dates précises d'action, mais la fenêtre. Faut peut-être couper maintenant et dire. Non, mais même, je ne les dirai pas comme ça. Enfin, c'est pas un truc. Mais non, mais sur la fenêtre de tir, pour te répondre, ouais, en gros, là, j'ai envoyé les amendements aux sénateurs aujourd'hui, d'ailleurs. En gros, ça passe au Sénat, là, maintenant. Ça commence en commission développement durable du Sénat le 13 septembre. Ce sera examiné début octobre par la chambre, enfin l'assemblée plénière du Sénat, en plénière. Après, en gros, c'est censé atteindre l'Assemblée nationale, qui est en fait qui est plus puissante que le Sénat, à partir de la mi-novembre. Donc l'idée, c'était de monter en intensité dans cette période entre octobre-novembre, en fait, et de commencer vraiment à bouger à ce moment-là, pour atteindre effectivement l'apothéose aussi pour Amazon, qui est la fin de l'année, où c'est là où ils réalisent le plus gros de leur chiffre d'affaires sur une période de tir qui va de mi-novembre à début janvier. C'est le trimestre, enfin bon, c'est le quarter 4, quoi, en gros. C'est le moment où ils réalisent le maximum de leur chiffre d'affaires, donc c'est vraiment le moment où tu les fais vraiment, vraiment chier, concrètement. Donc voilà, donc c'est bien parce que ça tombe à peu près en même temps en termes de calendrier, donc peut-être les planètes sont alignées, je sais pas, voilà, en gros. On va mettre les migrants et les sans-abri dans les entrepôts. Par contre, vas-y Valentine, toi. Je me demandais si tu avais des cas aussi de recours juridiques sur des plateformes qui avaient fonctionné. Parce que du coup, en faisant les recherches pour Lyon, j'ai vu qu'il y a un recours qui a été déposé contre le permis de construire. D'ailleurs, pour répondre à une question beaucoup plus tôt sur Amazon par rapport au terrain qu'ils choisissent, ils se dissimulent. En gros, ils font passer d'autres entreprises qui vont acheter les terres. Une autre va déposer le permis de construire. Parfois, encore une autre va construire le truc. Et Amazon ne dit pas que c'est lui jusqu'au dernier moment où il fait rentrer des ouvriers dedans. Donc ça aussi, ça rend plus compliqué les recours et les batailles. C'est pour l'achat en amont des plateformes. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait eu des cas de recours juridiques qui avaient fonctionné, au moins pour ralentir, voire pour les annuler. Pour ralentir, oui. Bah, du coup, celui de Lyon, apparemment, a réussi à décaler l'ouverture du projet. Ouais, de ce que j'avais lu. En fait, il était censé ouvrir là en fin d'année 2019. Et apparemment, j'ai vu que c'était un peu décalé à cause du recours. Pour l'instant, non, il n'y a pas eu de succès. Okay. De recours environnementaux. Nous-mêmes, en fait, on a dû, sur l'entrepôt de Metz, pardon, je prononce toujours hyper bien. On avait déposé un recours, mais en fait, nous-mêmes, on ne l'a pas vraiment suivi parce qu'en fait, on n'a pas assez de données. Et typiquement, en fait, on sait que, par exemple, dans les études d'impact, il n'y a pas la question du trafic aérien. Pourtant, les études d'impact environnemental, ils sont censés prévoir, mais comme on n'a pas de données, vu que ce n'est pas des chiffres officiels et que je n'ai pas le plan de développement de l'aérien d'Amazon, parce que c'est un truc, je ne sais pas quand tu peux mettre la main dessus. Mais en gros, ça bloque aussi pas mal dans les recours juridiques contre ce genre de projets qui sont très, très, très fortement soutenus par les communautés d'agglo, etc. Le juge a très clairement pas envie d'annuler le projet pour une espèce de motif où tu n'as pas de preuves, et puis même si tu en avais, il te dirait que c'est pas grave. Donc concrètement, la bataille juridique sur ces projets-là, elle est hyper difficile, mais elle peut de toute manière, alliée avec le reste, permettre de ralentir. Ça, c'est toujours un peu dans les stratégies même des ZAD, etc. Il y avait des recours qui permettaient aussi de ralentir, d'asseoir la légitimité du mouvement quand il y avait effectivement un problème. Quand, par exemple, la Commission européenne avait dit que la France était en violation de la directive Habitat sur la zone Notre-Dame-des-Landes, c'est pas effectif, mais au moins, ça permet aussi de créer des conflits juridiques qui font que tu renforces aussi la légitimité de ta lutte et que tu gagnes du temps, quoi, concrètement. Et si je peux me permettre, moi j'aimerais bien poser une question un peu personnelle, parce que c'est vrai que quand tu décris ces mobilisations, on t'imagine là poursuivi par des chiens qui essayent de te mordre, des tirs de LBD sur toi et tout ça. Ça c'était les gilets jaunes, ça c'était aux Champs-Élysées à Paris. À l'origine, tu t'es rentré par ce qu'on appelle la Legal Team dans l'action de désobéissance. Ouais. Est-ce que tu peux raconter
le contexte dans lequel tu t'es engagé dans le militantisme. Ouais, alors je suis pas exactement rentrée par la Legal Team, mais c'était vraiment concomitant. Ma première action, c'était fauchage de chaises. J'ai organisé un fauchage de chaises dans une banque pour dénoncer l'évasion fiscale il y a longtemps à Paris. Et première action, et organisation de l'action, parce que j'étais un tout petit collectif militant et on nous mettait vraiment le pied à l'étrier comme ça, voilà. Et effectivement, et de façon juste après, en fait, je me suis portée volontaire pour être dans la Legal Team de la COP21, en fait, des mobilisations pendant la COP21, et notamment dans la gestion de la manifestation pour le climat qui avait été annulée par l'État une semaine après les attentats et donc les déclarations de l'état d'urgence. Premier test politique pour le gouvernement. Est-ce que je peux faire... Quelle année ? Pardon, 2015. Donc après le Bataclan, état d'urgence, qu'est-ce que je peux faire ? Enfin, le gouvernement en situation en mode si je ne fais pas respecter l'état d'urgence une semaine après et qu'on ne respecte pas mes interdictions de manifester, je passe vraiment pour un naze et j'ai tout le contexte d'hystérie collective qui était vraiment très 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 lourd à cette époque-là à Paris. Je ne sais pas si particulièrement à Paris, mais en tout cas, bon, comme c'était le théâtre du truc, on était vraiment bien secoués. Ça avait beaucoup à ce moment-là même divisé le mouvement climat, ceux qui ne voulaient pas du tout y aller, donc qui envoyaient leurs chaussures, ceux qui, comme nous, ont essayé de jouer avec la loi en du coup maintenant un espèce de rassemblement. Mais en chaîne humaine en fait, donc du coup que tous les gens soient là dans la rue mais pas concentrés au mètre carré pour éviter la notion de rassemblement qui finalement a quand même fini en manifestation parce que en fait voilà, les gens naturellement ils ont convergé vers la République et là en fait voilà, et ça a été catastrophique quoi. Il y a eu 300 arrestations et c'était mon premier rapport avec l'État vraiment à ce moment-là et j'ai vu vraiment oui, les policiers taper sur des gens assis par terre avec des cartons en forme de cœur, avec des matraques, en train de leur casser la gueule, traîner les gens par terre, mettre 300 personnes dans des camions. Donc ça a été... Et moi, je donnais des numéros d'avocats, comme ça, je distribuais des... Et voilà, et après, on a fait un suivi pendant plus de 48 heures. Il y avait des gens qui avaient disparu, on n'avait pas de nouvelles. Enfin, c'était... Voilà. Bon, après, finalement, ils n'ont quasiment rien eu. Il n'y a pas eu de suite juridique, finalement. Mais c'était un premier test, quand tu t'affrontes à l'État et qu'en fait, tu contestes sa légitimité à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, la répression, elle est tout de suite, elle est là, quoi. Et voilà. Donc ça, c'était mon entrée dans ce monde-là. Et c'était hyper intéressant parce que c'était une Legal Team antifa, anarchiste, mi-non-violent. Donc c'était assez marrant comme contexte. Mon premier contexte dans l'entrée dans le militantisme a été un vrai contexte de non, mais vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, blablabla. Enfin, beaucoup de... Donc ouais, ça fait longtemps que je vis ça. Et donc c'est peut-être pour ça que ça me passe un peu au-dessus maintenant, aujourd'hui. Je sais pas. Voilà. Et d'autres questions ? Valentine ? Pour toi, ce qui manque, c'est le nombre de gens mobilisés. Il y a d'autres éléments sur lesquels il faut bosser. Non, c'est intéressant. C'est où le nombre de gens et le nombre de gens, quand même. Parce que déjà, ça facilite ça facilite l'impact de ton action et sans que tu aies à prendre des risques juridiques énormes, quoi, en gros, concrètement. Parce que sinon, si tu veux empêcher un entrepôt de fonctionner, tu peux aussi le faire à 2 ou à 3, mais bon, tu sais bien ce que tu fais et tu sais où ça peut te mener. Et aussi en termes de légitimité, évidemment, plus tu es nombreux, plus tu assois ta demande politique, plus tu risques d'être moins réprimé aussi par l'État, plus le nombre est grand. Ça, c'est la stratégie un peu de la massification. Le groupe qui protège. Tout à fait. C'est vrai. Je veux dire, forcément, on le sait, les petits groupuscules d'action très radicales, ils en font une, ils en font deux, souvent qu'une. Et bon, après, voilà, ils sont retrouvés, rattrapés, ils sont envoyés en prison. Et c'est terrible et c'est affreux. Et donc, il y a ce rapport au nombre pour se protéger. Mais il y a aussi, évidemment, la détermination. Parce que, un nombre, il faut que ça s'anime, il faut être vraiment là. Et un blocage, il faut le tenir. Une action directe, il faut la faire. Nous, après une journée, on est déjà un peu genre, oh là là. Donc, il faut vraiment aussi, c'est important. Je veux dire, ce que tu as en tête et ton engagement. Mais ça se construit avec le temps, avec les liens d'amour aussi entre les gens. C'est important d'avoir une famille militante. Et moi, je l'ai vécu en procès. C'est pour la première fois, en fait, depuis vraiment que j'ai compris ce que c'était. Pourquoi c'était important d'être dans un collectif et pourquoi ça t'aidait à aller plus loin et à pas avoir peur de recommencer, à continuer ta lutte, d'être avec des gens. Et bon, après, on risque pas non plus... je dirais pas ça si je risquais 10 ans de prison. Je sais pas, forcément, je vais pas jouer au... je sais pas toutes les réponses, mais voilà, quoi. Après,
du côté des acteurs qu'on peut mobiliser, c'est vrai que des fois il y a des alliances qui sont quand même assez inaperçues, puisque sur le cas d'Amazon, on voit que du côté de l'édition, quand même, il y a beaucoup de mouvements. C'est-à-dire les maisons d'édition sont mises en risque par la situation d'Amazon. Dans les libraires, je pense aussi à ça parce que, par exemple, l'un l'a vu, avait fait le tour des commerces à un moment pour conscientiser les commerces sur l'impact sur leur activité, la publicité. De la même manière, du côté des libraires, on a deux formes de libraires, c'est-à-dire on a des libraires qui ont recours à Amazon et qui trouvent qu'ils cassent la solidarité parce que, de leur point de vue, ça permet pour eux de fonctionner à flux tendu, et de l'autre côté, des libraires qui se sont organisés et qui ont proposé des plateformes alternatives par réseau de libraires. Donc on voit qu'il y a la possibilité quand même de construire des contre-propositions citoyennes, collectives, et que peut-être ça peut s'organiser entre des mouvements de désobéissance, l'aspect juridique et politique, le côté plaidoyer, et puis les acteurs eux-mêmes. Donc, les alternatives, quoi. Les alternatives, ouais, en fait, qui ne sont pas forcément toujours à rejeter. Il y a des choses très positives qui peuvent avoir lieu de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des dernières questions, ou est-ce qu'on... oui. Parce que moi je pensais que c'est vraiment une très très légère déception. J'étais super d'avoir ma formation de désobéissante ce soir, donc j'en attendais plus sur les actions qui étaient possibles de faire. Tu as parlé de blocage, tu as parlé d'autres actions plus faciles. Ça peut se rendre quoi plus simple à organiser. En fait, je suis désolée. Non, mais... Non, c'est pas... En fait, c'est que c'est des choses que... On peut pas dire... Ouais, en fait, je préfère pas en parler comme ça. On a des idées, etc., assez précises, mais en fait, c'est des trucs qu'on transmet progressivement. Enfin, ça se passe pas dans ce genre de cadre en général, où on respecte une certaine confidentialité. Mais voilà, il y a plusieurs manières de s'y prendre, mais je préfère pas donner trop de détails là, comme ça. Je suis désolée. Ça faisait bien. Les blocages, je ne révèle rien puisqu'on l'a déjà fait plein de fois, donc c'est pas une grosse surprise que c'est un mode d'action qu'on peut utiliser, mais après, ouais, sur d'autres trucs, on va aller cibler des points faibles, etc. C'est pas des trucs que je... Voilà. Alors, par contre, ça nous fait une excellente transition pour finir la soirée, avant de la continuer de manière plus informelle, autour d'une petite bière et tout ça, éventuellement. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous annonce que la prochaine soirée importante ici, où le lieu aura encore plus fini d'être préparé, c'est le 17 septembre prochain, avec Floraison, qui vient ici nous parler d'écologie profonde, donc le Deep Green Ecology.